Je pense la première fois que j'ai eu un frotteur dans le métro, quand j'étais en sixième, tu vois? Où tu dis: «Ça, c'était nul quand même, pour nous. Il y a quand même plein de trucs nuls» et que tu te rends bien compte que tu commences à avoir moins de liberté, quoi. Que toi, tu dois penser en 3 bandes à, par où je vais rentrer, comment je m'habille, quelle heure il sera, je serai avec qui. Je m'appelle Pénélope Bagieux, je suis autrice de bande dessinée. J'ai 39 ans. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de vous quand vous étiez ado? Ah ouais, très bien, ouais. En ce moment, je suis en train d'écrire plein d'histoires sur mon adolescence, donc je me replonge dans tout. Mais ouais, je me souviens très bien. Je dessinais tout le temps en cours. J'aimais pas du tout aller en cours. J'étais pas du tout bonne en cours d'ailleurs. Alors je pense que le fait que je dessine pendant les cours m'aidait pas à être très bonne non plus, mais voilà. Et, euh, et voilà, et je savais pas trop ce que j'allais faire après, quoi. Parce que ça me paraissait pas être un métier, donc c'était un peu. J'étais même pas inquiète en plus, mais je me disais, bon, bah, je sais pas, je trouverai un truc. Mais... Vous écoutiez quoi comme type de musique ou comme groupe? J'écoutais du rock. Quand j'étais au collège, petite, moi j'étais vachement influencée par les groupes qu'écoutait ma grande sœur, comme toutes les petites sœurs, quoi. Et ma sœur, elle traînait avec des mecs qui avaient des groupes de rock, donc quand j'étais en sixième, j'avais des posters de Metallica dans ma chambre, et voilà. Et après, en grandissant, j'ai eu plein de phases différentes de plein de groupes de rock, mais toujours en étant hyper fan. C'est que à chaque fois, c'était avec les posters, en étant un peu amoureuse du chanteur à chaque fois, enfin voilà, et en connaissant toutes les paroles par cœur et tout. J'ai jamais aimé un groupe un peu, quoi. J'étais vraiment une grosse hardcore fan toujours de tout. Et j'ai pu voir que vous étiez aussi fan de Freddie Mercury Ah, ça, c'est quand par j'étais votre petite, ouais. papa. Ah ouais, c'est quand j'étais petite, j'étais vraiment super fan de Queen, et avec ma sœur, on écrivait des BD où on imaginait la vie des membres de Queen qui vivaient ensemble dans une grande maison. Et donc c'était des fanfics avant l'heure, quoi, et on inventait les histoires des membres de Queen. Voilà. D'où vous est venue l'envie de dessiner? Et ben, en fait, tout le monde dessine hein, quand on est petit. C'est assez intuitif. Moi, j'avais des parents qui me mettaient très souvent des crayons et des papiers sous la main, plutôt pour être tranquille, en fait. C'est qu'ils avaient trouvé ce truc qui m'occupait, qui faisait qu'on ne m'entendait plus pendant 4 heures, quoi. Et du coup, je dessinais tout le temps. Et en fait, déjà petite, ce que j'aimais bien, c'était inventer des histoires, faire des personnages, imaginer une espèce d'univers avec des décors, des trucs. J'aimais bien que ce soit cohérent, quoi, qu'il y ait tout un. J'imaginais une histoire, je savais déjà qu'il y aurait 8 tomes, quoi. C'était un peu mon truc j'ai envie de faire des livres, quoi. Et après, j'ai continué à dessiner à l'âge où parfois on arrête, c'est-à-dire vers 11 12 ans, où c'est l'âge où c'est plus très cool de dessiner. En général, au début de l'adolescence, il y a plein de gens qui arrêtent de dessiner. Et moi, j'ai continué. Et puis, du coup, je dessinais au collège, au lycée. Au lycée, ça permet d'être. Ça fait un petit plus. C'est-à-dire que c'est cool d'être celle qui dessine bien dans la classe. Du coup, on disait, tu peux me refaire la pochette de tel album, tu peux me dessiner tel prof et tout. Donc c'était le seul truc que j'avais d'un peu cool, c'était que je dessinais bien. Euh, et puis, et je sais pas, c'était vraiment, même dans les moments un peu dark de l'adolescence où personne ne me comprenait et j'étais tellement complexe et tout, bah, je pouvais passer vraiment 6 heures sur mon lit, je mettais de la musique et je dessinais, quoi. C'était ma compagnie, en fait. Et ça m'est vraiment resté à l'âge adulte après. Mais du coup, c'est un long truc qui démarre quand on a 4 ans, quoi. 3 4 ans. Et votre sœur, elle s'est jamais plongée dans le dessin? Ma sœur, elle dessine super bien aussi. Et En fait, c'était super naturel pour nous. Ce qu'il y a, c'est qu'on écrivait, on dessinait toutes les deux, vraiment comme un passe-temps, tout le temps. C'est-à-dire en vacances, on partait jamais vraiment tellement et on était tout le temps toutes les deux. Et nos parents nous achetaient des cahiers de travaux pratiques avec une page texte et une page blanche pour faire le dessin. Et en fait, on démarrait 2 cahiers au début des vacances avec ma sœur. On écrivait chacune un début d'histoire dans un des 2 cahiers. Et après, on se passait le cahier à l'autre et l'autre devait faire les dessins. Et après, on se le repassait. Et en fait, on écrivait 2 histoires illustrées à deux pendant les vacances. Et vraiment, on commençait le matin, on sortait pour aller bouffer à midi, on y retournait l'après-midi et on faisait ça jusqu'au soir. Et on se posait aucune question, on faisait ça toutes les vacances. Et après, je pense que quand ma sœur a été ado et qu'elle a commencé, bah, elle avait un peu des potes et une vie, quoi, donc elle avait moins envie de faire des histoires avec sa petite sœur dans la chambre. Mais nous, on a fait ça pendant des années et on se fait encore des private jokes avec ma sœur
sur des trucs qu'on écrivait dans nos histoires, parce qu'en plus, bien sûr, c'était hyper influencé par les dessins animés qu'on regardait. Donc c'était la grosse époque Princesse Sarah et tout ça. Donc dans toutes nos histoires, il y avait toujours un manoir, une orpheline et tout. C'était toujours des trucs. La méchante. Ah, là, toujours une méchante, évidemment. Et puis qui humiliait l'autre devant ses copines et tout. Tout le monde avait des prénoms américains. Enfin, et on était à fond, quoi. Donc elle aussi, elle dessinait, elle écrivait beaucoup et elle sait toujours le faire. Elle sait un peu tout faire, ma sœur, mais elle a vraiment choisi une voie après qui avait plus grand chose à voir avec ça, mais elle sait toujours. Enfin, elle a toujours ça en elle, quoi. On aime bien dessiner tous les deux. Et elle fait quoi maintenant, du coup? Elle est RH. Donc, vraiment rien à voir, mais elle continue à dessiner. Et, elle a une facilité, en fait, pour tout ce qui est artistique, quoi. C'est que je trouve que dès qu'elle fait quelque chose, c'est beau, quoi. C'est un truc qu'elle a gardé quand même. Et ça, vous pensez que c'est lié à vos parents? Ils vous ont transmis ce goût Alors, je me suis demandé, parce que je suis sûre que c'est pas, en tout cas, un don. Je crois pas du tout au don. Ça, c'est un truc... Je pense que le bon move de mes parents, ça a été, j'en parlais un moment avec d'autres dessinateurs que je connais adultes, et on a un truc en commun tous, c'est que ça paraît un détail, mais vraiment nos parents ne disaient pas ah non, tu vas dégueulasser si tu commences à faire de la peinture. D'accord, mais les feuilles, c'est une par une et tout. C'est qu'ils avaient, enfin moi je me souviens qu'on avait du papier où au dos il y avait écrit des trucs, c'est des trucs du bureau de mes parents qui récupéraient, mais c'était illimité quoi. C'est-à-dire il n'y avait pas d'enjeu de si tu fais un truc, il faut que ce soit beau. C'est qu'on pouvait dégueulasser, faire n'importe quoi et expérimenter et vraiment faire les choses à fond. C'était pas, il n'y a pas d'enjeu quoi. Et du coup, c'était une occupation comme une autre. Je pense que si on m'avait dit tu vas prendre des cours, du coup ça coûte de l'argent, ou on t'a acheté des très beaux crayons, ou il ne faut pas gaspiller le papier et tout ça, j'aurais été complètement intimidée et j'aurais fait hyper gaffe à ce que je faisais. Alors que là, je m'en foutais quoi. Et je pense que cette liberté-là, ça permet quand même de créer des choses. Comme pour les gens que je connais qui sont musiciens, c'est quand même parce qu'ils avaient accès à des instruments. Pas forcément qu'ils prenaient des cours et tout, mais il y avait, je sais pas, une vieille guitare avec des cordes en plastique qui traînait chez eux. Et du coup, de eux-mêmes, ils y sont allés. Je pense que ça aide vachement d'avoir des choses, d'avoir la chance, d'avoir des choses en libre accès. Mais pour le coup, le dessin, ça demande très très peu de moyens. C'est pas comme se mettre à la photo, où il faut quand même un peu du matos pour démarrer. Là, les enfants, pour les mettre au dessin, faut 10 crayons de couleur, quoi. Donc, est-ce que vous avez fait des écoles? alors, j'ai fait une école d'art après le bac qui s'appelle les Arts Déco, l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, qui est une école qui a beaucoup d'avantages. Le premier est qu'elle est gratuite, donc ça, c'était quand même un peu la clé du sujet quand j'étais étudiante. C'était pas tellement envisageable autrement. C'est une école qui est pluridisciplinaire. Donc en fait, on arrive en disant, moi je veux faire du dessin, mais à l'école ils disent, ouais, mais tu vas quand même aussi faire du costume, du bois, de la résine, du métal, du modelage. T'es obligé de tout faire en fait. Et du coup, on peut être très surpris par ce qu'on aime, on peut être très surpris par ce que finalement on pensait aimer et qu'on n'aime pas du tout. Mais en tout cas, on est obligé d'essayer. Et puis, on doit développer ses photos soi-même. Et ça dure 5 ans. Et vraiment, pendant 5 ans, on tâte une tonne de choses. Donc, on peut avoir plein de surprises. On rencontre des gens qui viennent vraiment d'autres profils aussi. Donc, c'est vraiment cool. Après, ça reste une école d'art. Donc, c'est une ambiance d'école d'art. Je trouve que la limite de ça, c'est que ça prépare pas à la vraie vie quand même. C'est-à-dire, on parle jamais de trucs qu'il faudrait quand même aborder, qui sont l'argent, le droit d'auteur, comment lire un contrat, comment faire pour chercher du boulot. Enfin, ça reste très... on est dans une petite parenthèse magique où on peint toute la journée. Et puis, en fait, on s'approche de la fin de la scolarité, on se dit, merde, qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Donc ça, peut-être que ça a changé. J'avoue, moi, je suis sortie de l'école il y a un moment, mais c'était vraiment comme une espèce de récré qui durait 5 ans. C'était génial, mais sorti de là, c'est un peu dur la vraie vie, quoi. Mais moi, ça m'a appris vraiment plein de choses, et notamment à commencer par désapprendre des tics de dessin que j'avais, dans lesquels je m'étais vachement enfermée, parce que quand on est plus jeune, on apprend à dessiner en recopiant des choses qu'on aime bien. Moi, j'ai recopié des BD, des mangas pendant toute mon adolescence, et du coup, j'ai pris des habitudes de dessin qui, en fait, n'étaient pas géniales. Et c'est vrai que l'école, on te dit, bon, tout s'en arrête. Tu vas regarder une personne ou une nature morte ou un truc, et tu vas vraiment dessiner ce que tu vois et arrêter de faire des petits effets de style et tout ça. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien en fait de repartir à zéro, d'avoir des profs qui me disent, bah non, tu vois, tu dessines toujours une main comme ça par habitude, mais regarde, en fait, c'est pas comme ça une main. Ça, c'était vraiment cool. Plutôt une élève studieuse ou distraite? Non, c'est vachement triste, mais moi, je suis une élève studieuse, mais pour qui ça marche pas. C'est que j'ai toujours eu des assez mauvais résultats.
quand j'étais en parcours scolaire normal. Enfin, parcours scolaire normal, c'était vraiment une catastrophe. Mais c'est parce que je détestais ça, quoi. J'aimais vraiment pas l'école. Et après, quand j'étais en école d'art, où je me suis dit, bon, bah là, ça va être le boulevard du succès, je vais cartonner, j'avais encore des mauvaises notes. Alors que vraiment, je me donnais du mal. Donc, c'était même pas parce que j'étais un peu un électron libre qui s'en fout. Pas du tout. J'avais vraiment envie de bien faire, mais ça marchait jamais. Donc, pas très très bon élève, mais pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Après, ça m'a aussi appris un truc, c'est qu'en fait, c'est pas très important. C'est-à-dire, j'ai eu une hyper mauvaise note à mon diplôme de fin d'études, par exemple, en école d'art. Vraiment une note merdique. Une note dont le signal est clairement, il y a un problème, quoi. Mais au-dessus de la moyenne ou J'ai eu la moyenne. Ok. Ouais, mais c'était la plus mauvaise note de ma promo. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était hyper dur, quoi. Et mon jury m'avait vraiment dit, c'est c'est pas ouf et surtout, il est pas trop tard pour envisager une réorientation, quoi. Vraiment. Donc ça c'était horrible, j'ai pleuré pendant des jours et tout. Et puis en fait, ça m'a pas du tout empêché de bosser après. Et rétrospectivement, je me dis ouais, ça prouve quand même qu'en fait, on s'en fout un peu. C'est que il faut prendre ce qu'on a à apprendre dans une formation, mais ce que ça a ce que ça peut avoir de validant, je sais pas si le mot existe, mais en fait, c'est pas très important. C'est qu'on s'en fout de la note qu'on a en sortant, on s'en fout d'avoir une mention, des trucs comme ça, ou que les profs juste valident ce qu'on fait. Il faut vraiment prendre ce qu'il y a à apprendre et se dire à la fin, je ferai mon truc et, et j'y repenserai plus jamais. Surtout moi, quand je me suis viandée avec mon diplôme, je me suis dit, bah voilà, c'est la fin, quoi. Et maintenant, je ne saurais même plus dire exactement comment ça s'est passé et tout ça, parce que c'est loin et qu'on s'en fout. Et par rapport aux élèves qui étaient dans ta classe Ouais. ou qui faisaient partie de ta Ouais. promo, est-ce qu'il y en a qui ont justement eu des carrières, des belles carrières ou, Ouais, bien sûr, mais déjà, en fait, moi, j'ai pas du tout fait ce pourquoi j'avais été à l'école, c'est-à-dire que je faisais du cinéma d'animation. Donc les gens de ma promo, ils ont plutôt fait de la réal derrière, des clips et des trucs comme ça. Je réfléchis, ouais, ils sont un peu tous partis dans l'anime. Et non, ils ont des belles carrières et tout ça, mais je pense que c'est presque un autre parcours. Le parcours qui est validé du début à la fin avec les profs qui disent c'est super et tout, et où on prend une certaine forme de confiance en soi. Alors que l'autre parcours, le mien, qui est celui où vraiment, je me disais, mais je sais pas pourquoi moi ça. Il y a un truc avec ce que je fais qui fait que c'est toujours un peu décevant, un peu nul. Euh, ben, alors, je me suis dit, par exemple, je reviens à cet exemple de mon diplôme quand ça n'a pas marché. J'étais hyper malheureuse en fait, parce que je me disais, mais c'est affreux parce que moi, c'est ce que je veux faire de ma vie. Je suis heureuse que quand je dessine. Et en gros, on est en train de me dire, bah ouais, mais ce que tu fais, c'est de la merde. Alors, du coup, comment je vais faire? Parce que moi, j'ai pas du tout envie de faire autre chose. Et en fait, ben, je me suis posé la question, et moi, ce que j'aime, c'est être en train de le faire. Ce que j'aime le plus, c'est dessiner en fait. Et le résultat est un peu moins important. Et donc, je me suis dit, tant que j'arrive à trouver le moyen de quand même passer ma journée à faire ça, en fait, je m'en fous. Même si à la fin, on me dit pas ouf, je dirais ouais, mais moi j'ai dessiné 10 heures aujourd'hui, donc c'est tout ce que je voulais. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai vraiment gardé jusqu'à maintenant. Quand je fais une BD, par exemple, oui, le résultat est important parce que des gens vont le lire. Clairement, j'écris pas pour à la fin le foutre au feu. Mais je sais que ce qui compte le plus, c'est que ça me fasse plaisir pendant que je suis en train de le faire. Et comme faire une BD, c'est hyper long, ça prend 2 ans en fait quand même. Donc si pendant 2 ans, ça me fait un peu chier, mais que je me dis ouais, mais à la fin, ça va être canon, c'est pas du tout un bon calcul. Alors que me dire, on verra à la fin, mais en tout cas tous les jours, qu'est-ce que c'est cool de dessiner, j'adore se faire ce livre. Je me lève le matin, j'ai hâte de bosser. Bon, ben, franchement, en fait, c'est ça qu'on veut. Donc ça m'a un peu appris ça quand même. Mais après, il y a tout l'aspect financier aussi. Ouais, Comment ça se passe si, par exemple, on te dit t'es pas faite pour le dessin, ouais. tu te lèves, tu vas faire du dessin, mais comment ça se passe financièrement? Est-ce que tu te poses la question Ben, en fait, c'est possible de. Il y a un volet travail alimentaire dans le dessin. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Jusqu'à ce que je puisse vraiment vivre de mes livres. Et j'adorais, en fait. Je faisais du dessin de commande pour des trucs qui n'étaient pas toujours foufou, quoi. Parfois, même, je trouvais que c'était pas super ce qu'on me demandait de faire. Mais quand même, je me disais, ouais, mais t'es payé à dessiner, en fait. Tu vois, c'est quand même. Par rapport à quand j'étais serveuse, voilà. En fait, mon job, c'est d'être assis et de dessiner. C'est-à-dire que globalement, si on me payait pas, je ferais la même chose de mes journées. Donc oui, bien sûr, c'est pas j'attends les muses et je fais une œuvre et c'est magnifique. Et en fait, bah, j'ai un brief et des clients et parfois, bah, je trouve que c'est pas terrible ce qu'on fait. Parfois, je le trouve con. Mais en fait, je suis payée à dessiner. Et à chaque fois que tu te rappelles ça, tu dis ah, c'est cool quand même. Hein. ouais, c'est vivre de ce qu'on fait, c'est vrai que Bah, en fait, c'est un luxe, entre ouais, guillemets. et plus tu vieillis, plus tu vois les gens autour de toi qui font des choses qu'ils aiment pas, plus tu mesures encore plus à quel point c'est cool et à quel point tu n'as jamais le droit de te plaindre en fait. Parce que même dans les moments, comme tous les métiers, il y a des côtés hyper chiants dans le dessin. Donc déjà, comme tout le monde, on a un côté administratif, compta, qui est relou, mais il y a aussi des moments où tu bosses, t'as pas envie, il y a des jours où t'as vraiment pas, tu te lèves pas tous les matins avec la joie de dessiner.
Mais tu dis, ouais, mais mes moments les plus nuls, ils sont quand même pas si nuls. C'est quand même, j'ai trop de chance. Donc, Quand vous sortez de l'école, est-ce que vous trouvez tout de suite du boulot ou vous galérez au départ? non, j'ai trouvé tout de suite parce que j'ai commencé à chercher avant d'être sortie de l'école. J'avais tellement peur de ne pas réussir à payer mon loyer et tout ça que pendant l'année où je faisais mon diplôme, je commençais déjà à chercher à bosser. Je m'étais fait Et en plus, il faut savoir que moi, j'ai cherché du travail avant les réseaux sociaux. Et à l'époque où, par exemple, les directeurs artistiques voulaient voir des dessins sur papier, il fallait faire un book et il fallait leur montrer en physique, ce qui était vraiment super chiant logistiquement parce qu'il fallait aller les voir physiquement. Donc, moi, mon objectif, c'était d'essayer de bosser pour un peu des magazines, des féminins, des trucs comme ça. Donc, j'avais imprimé un book le mieux possible dans un petit classeur. Donc, ça faisait vraiment étudiant, mais bon. Et en fait, j'allais dans les rédactions des journaux et j'allais à l'accueil. Je disais bonjour, je voudrais rencontrer le directeur artistique, s'il vous plaît. Donc, évidemment, 9 fois sur 10, on m'envoyait chier. Une fois sur 10, on me faisait monter pour aller voir un mec qui feuilletait comme ça, qui disait ouais, je sais pas, écoutez, je prends votre numéro puis on verra. Et en fait, je me faisais des journées entières comme ça. Et il y avait des moments où je me souviens, je revenais de Levallois, parce que c'est là qu'étaient un peu tous les magazines, et j'étais dans le bus, et je me retenais de pleurer, je me disais, mais ça va jamais marcher, c'est pas possible. Et il n'y en a vraiment pas un qui va jamais me rappeler, parce que à chaque fois, il me faisait un commentaire pour me dire que c'était trop un truc ou trop un truc, mais souvent le contraire. C'est-à-dire, c'est un peu trop junior, donc c'était vraiment le truc qui me rendait ouf, genre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, un peu trop junior. Ouais, ça c'est un peu trop déjà vu. Et du coup, c'est junior, mais déjà vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je devenais dingue. Et les mecs me disaient, on te rappelle. Et parfois, ils me rappelaient pour me donner un tout petit truc à faire. Genre, ce serait pour dessiner les petits pictos pour les pages, pour faire sa gym à la maison. J'étais là, ok, showtime. Putain, c'est la mission de ma vie. Donc, je mettais une pression de ma boule. Parce que je me disais, si c'est bien fait, que je le rends à temps, que j'ai super bien bossé, ils me rappelleront et tout. Donc, j'avais vraiment la dalle, quoi. Et puis après, quand j'ai fini l'école, ce que j'ai fait, enfin un peu avant d'avoir fini, c'est que j'ai cherché sur Google un agent d'illustrateur. Et j'ai appelé un agent d'illustrateur et je lui ai dit comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, on s'est rencontrés. Pareil, elle a regardé mon book papier. Et puis elle m'a dit, moi, si jamais on décide qu'on bosse ensemble, on n'a pas un contrat ni rien. Je te mets sur des boulots, je prends une com. Et puis voilà, mais elle m'avait déjà dit, je te préviens, il va y avoir des longues périodes où tu n'auras pas de travail du tout. Faut pas que ça te stresse. Faut pas que tu te dises, c'est pas comme un boulot en CDI, quoi. C'est-à-dire que si tu as du boulot, c'est trop cool. Économise bien après, parce que peut-être que pendant 6 mois, tu n'auras rien, il faudra pas que tu angoisses, quoi. Et très bonne leçon, parce que après, c'est vrai que quand tu es freelance, c'est ta vie, quoi. C'est alterner les moments où tu n'arrives plus à dormir tellement tu as de boulot et que tu t'en sors plus, et des moments très très calmes, où tu te dis, bon, je vais en profiter pour refaire mon book ou faire ma compta. Ah, voilà. Ah, c'est vrai que c'est des métiers dans lesquels on évolue qui sont un peu compliqués. Ça peut charbonner, Ouais. ça peut être le rush tout d'un coup. Ouais, puis du coup, tu as des questionnements tout le temps de putain, mais je suis nulle en fait. Quand personne t'appelle pendant 6 mois, tu te dis non, mais je pense que c'est terminé en fait. Ma carrière est terminée. Et puis moi, j'étais entourée que de gens, tu vois, que ce soit ma mère, mes copains et tout, qui faisaient des vrais métiers, quoi. Donc, qui avaient aucun lien avec ce genre d'interrogation quand, tu vois, quand je leur disais, mais du coup, là, j'ai pas de taf pendant 6 mois, ma mère, elle se faisait un ulcère. Je disais, mais écoute, il paraît que c'est normal. Je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé de pas travailler pendant 6 mois et tout. Parce que, voilà, je connaissais personne qui faisait des boulots comme ça. Mais ça, avec le temps, au bout de 10 ans, ça devient la routine, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les artistes. Même Ouais, les musiciens, les artistes, ouais. on se pose des questions. Il y a tout l'entourage qui va bosser. Ouais. Et nous, Et ouais. déjà, on n'a pas les mêmes horaires, les mêmes journées de travail. On galère, on est tout seul, Ouais. quelque part. Hein. Ça, et puis aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est dur quand t'es artiste, c'est que ce que tu vends, c'est toi-même, quand même, par rapport aux gens qui, je sais pas, bossent dans une boîte ou un truc comme ça. C'est toi que tu t'essayes de vendre. Et quand les gens disent pas intéressé, c'est vraiment dur parce que tu te dis, mais en fait, c'est moi qu'on rejette, quoi. C'est moi qui dessine mal, chante mal, suis moche, j'en sais rien, tu vois, selon ce que tu fais, mais tu dis, tu peux pas juste te dire, chacun son avis, tu vois, on n'est pas obligé d'aimer ce que je fais. Je trouve que c'est assez violent d'apprendre à te dire, ouais, le rejet fait aussi partie de mon métier, quoi. Ouais, il faut avoir du recul et faire la part des choses. Mais Ouais. c'est vrai que c'est difficile C'est pour dur, un ouais. artiste. Surtout quand t'es jeune, en fait. Ouais. Est-ce que cela correspondait à l'idée que vous faisiez de votre métier quand vous avez commencé à travailler? Alors ouais, il y avait un côté je vis le rêve qui était je me lève le matin, je fais mon thé, je me mets devant mon ordi et je dessine. Et je me dis waouh, c'est la vie dont j'ai toujours rêvé, c'est trop cool. C'est vrai que j'avais pas anticipé tous les côtés chiants auxquels on se prépare jamais vraiment. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais vraiment tout l'aspect paperasse et compta.
Personne, quand il est enfant, n'imagine qu'il va faire sa TVA, en fait, ou qu'il va aller demander des papiers à la maison des artistes. Enfin, c'est quand même une grosse partie du boulot quand on démarre, à laquelle on est mal préparé et qui en fait prend quasiment autant de temps que la partie créative. Donc ça, on s'y attend pas trop. Mais sinon, ouais, il y avait un côté... c'est le métier de quand j'étais petite quand même, quoi. C'est-à-dire, c'est dessiner en mettant de la musique. Enfin, c'est quand même assez cool. Sur Joséphine, vous signez à la fois des textes, enfin, les textes et les illustrations. Est-ce que c'était un choix? Alors c'est marrant parce que pour tous mes livres, oui, ça a été évident que j'allais faire les deux, mais comme Joséphine, c'était la première fois que je faisais vraiment une BD. En fait, c'est un magazine pour lequel je bossais en tant qu'illustratrice. Je faisais les dessins de l'horoscope et les trucs comme ça. Et la directrice artistique de ce magazine m'a dit, tu voudrais pas nous faire la petite BD à la fin du mag, une page par semaine? Et donc évidemment, premier réflexe, j'ai dit non, parce que j'ai dit que je n'étais pas capable. Et je lui ai dit, mais je saurais jamais faire une BD, je sais pas écrire une BD, j'en ai jamais fait et tout. Et donc j'avais dit, éventuellement, ok, mais si vous me trouvez quelqu'un pour écrire les scénarios, parce que moi, je vais pas y arriver. Et en fait, elle, c'était une petite maligne, et elle m'a dit, ouais, je sais pas si c'est trop possible là tout de suite, commence, essaye-toi d'abord d'écrire, et puis d'ici quelques semaines, si on voit que ça marche pas, on trouvera quelqu'un. Et du coup, j'ai dit, ok, je viens, mais c'est chaud. Et en fait, du coup, je me suis forcée à écrire, et en fait, on n'a jamais pris de scénariste après, parce que au bout de 3 BD, enfin, au bout de 3 plans, je disais, ah non, mais en fait, je veux pas du tout que quelqu'un écrive, j'adore, en fait. Et je sais pas si je le fais bien, mais encore une fois, ça me ferait trop chier que quelqu'un écrive l'histoire à ma place. C'est bon. Me cherchez pas de scénariste, en fait, ça va. Mais à la base, j'étais censée pas l'écrire, ouais, et faire juste les dessins. Donc en fait, on t'a trouvé une nouvelle vocation. Bah, carrément. Et je l'avais mise, cette femme, je l'avais mise dans les remerciements de la BD quand elle est sortie, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a presque forcée à faire cette BD, quoi. Qui m'a dit, moi, je suis sûre que tu vas y arriver. Non, non, ça va être marrant, t'inquiète, tu vas y arriver. Je disais, ils vont être trop déçus. Ils vont me demander de rendre l'argent. C'est horrible. Et puis, et en fait, on s'en fout du résultat, encore une fois. C'était cool à faire. Le personnage principal de cette BD est une trentenaire maladroite, un peu dans la lune, dont les aventures sont drôles et attachantes. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers ce personnage? Alors, ça faisait partie des choses qu'on m'avait demandé, c'était d'inventer un personnage à qui il arriverait un truc toutes les semaines. Et donc, je m'étais dit que j'allais raconter la vie d'une femme qui avait quand même des choses que je pouvais imaginer pour elle, quoi, c'est-à-dire l'âge qu'elle avait et tout ça. Mais je voulais qu'elle ait une vie, je sais pas comment dire ça, je voulais qu'elle travaille dans un bureau, qu'elle ait des collègues de travail, tout ce que moi j'avais pas en fait. Moi je bossais dans ma chambre avec mon chat, quoi. Et donc je m'étais dit ouais, elle aura une vraie vie avec un bureau, des collègues, une machine à café et tout. Je sais pas, je trouvais que c'était un peu exotique, quoi. C'était qu'elle ait une vraie vie de bureau et puis qu'elle ait une famille où ils sont pas du tout sympas avec elle, qu'elle ait une sœur qui soit vraiment une connasse alors que moi ma sœur elle est super. Et aussi je voulais qu'elle ait plein d'histoires différentes avec des mecs qui se passe tout le temps mal, parce que moi j'étais vraiment maquée, mais depuis toujours, donc je m'étais dit comme ça, elle aura un peu des petites histoires où elle va sur des trucs de rencontres et tout. Tout ça, c'était ce qui me paraissait le plus exotique en fait. Ouais, c'était complètement à l'opposé de Ouais, vous. alors qu'en fait, bon, en fait, on peut pas, c'est pas possible de faire un personnage qui est pas soi-même, quoi. On est obligé de se mettre de soi dedans, donc en fait, maintenant quand je le relis, je me dis que c'est complètement moi, mais à l'époque, je me disais non, non, déjà elle est blonde. En plus, ça serait pas sympa, donc ça prouve bien que c'est pas moi, tu vois. D'où vient l'envie de créer les culottés? En fait, j'avais fait une biographie d'une chanteuse qui s'appelle Cass Elliot juste avant, parce que c'est une femme que j'adore et j'avais envie que les gens la connaissent parce que je trouve qu'elle est injustement pas très connue. Et j'avais adoré faire ça en fait. J'avais adoré faire une biographie très romancée, c'est-à-dire prendre des vrais éléments biographiques, mais après moi inventer un peu quel genre de femme c'était, la rendre cool quoi. Et quand j'ai fini cette BD là, je me suis dit il y a d'autres femmes à propos de qui j'ai vraiment envie de faire ça. Il y en avait deux, trois, et je savais pas par laquelle commencer. Et puis après, je me suis dit, si je fais ça, en fait, je vais passer ma vie à faire des biographies, je vais en faire une par an. Et puis, donc après, je me suis dit, je vais plutôt prendre une liste de toutes celles dont j'ai envie de parler. Je vais raconter leur histoire de manière beaucoup plus courte, donc c'est 6 8 pages à chaque fois. Mais comme ça, je pourrais toutes les mettre. Et donc j'en ai choisi 30, et puis voilà, j'ai fait ça comme ça. Quelles ont été vos inspirations pour ce livre? Bah, c'était soit des femmes dont j'avais entendu parler depuis que j'étais petite, ou que j'avais découvert un peu plus tard, ou dont on m'avait parlé, ou parfois qui n'étaient pas le personnage principal de quelque chose, qui était par exemple la sœur d'un mec, et le film était sur ce mec. Et je me disais, mais sa sœur, elle a l'air ouf. En fait, ça m'intéresse carrément plus. Et c'était comme ça, un peu en piochant à droite à gauche, un petit fil qui dépasse, où on se dit, elle a l'air trop intéressante, elle. Et puis en fait, tu déroules et tu fais, wow, elle a eu une vie de malade. En fait, il y a un film à faire sur sa vie, elle est dingue. Et il y a très peu de choses, en fait, écrites sur les femmes.
Donc, il y a toujours aussi un petit sentiment de... Ça m'énerve qu'on parle jamais d'elle, en fait, elle est super. Et j'aimais bien l'idée que les gens, en lisant le bouquin, allaient se dire qu'elles étaient cool, j'espérais, qu'ils auraient envie d'être leurs potes, parce que c'est ce que j'essaye de transmettre à chaque fois, mais que surtout, ils se disent, putain, c'est quand même fou que j'en ai jamais entendu parler avant. Parce qu'elle a une vie vraiment dingue. Pourquoi j'ai jamais vu un film sur elle, plutôt que d'avoir vu 200 films sur les mêmes mecs, tu vois. Et j'aimais bien ça aussi, de me dire, les remettre un peu dans la lumière, qu'on parle pas toujours... Enfin, on n'en parle pas tellement, en fait. Est-ce qu'il y a un portrait ou un personnage qui vous a plus particulièrement touché? Ben, toutes, parce que je les aime toutes. En plus, j'ai passé vraiment du temps sur chacune. Et pour une raison différente pour chacune, elles ont un truc qui les relie à ma vie à moi, où je me dis que je me sens proche d'elles pour un truc familial. Mais celle vers laquelle je me tourne le plus quand même régulièrement, c'est Nelly Bly, qui est la femme qui a inventé le journalisme d'investigation. Donc c'était la première à aller du côté des grévistes, des malades, des femmes, des fous, en se déguisant. Alors, elle avait vraiment plus une vie complètement dingue, quoi. Mais il y a un truc qui me plaît chez elle, c'est que depuis qu'elle était petite, enfin depuis qu'elle était ado, depuis qu'elle a commencé à bosser, ce qui l'a motivée à travailler, ce qui était son énergie, c'était la colère. C'est que c'était une fille qui s'est retrouvée à devoir bosser très jeune parce que sa mère s'était fait abandonner par leur père et qu'il n'y avait pas de métier que pouvait faire une fille à l'époque parce que c'était pas convenable. Donc elle était censée à la fois trouver de l'argent, en même temps elle n'avait pas vraiment le droit de travailler. Et puis elle lisait dans la presse qu'une femme qui travaille, c'est une femme qui abandonne son foyer, et que c'est une abomination. Et très tôt, elle avait la rage, quoi. Et après, quand elle a choisi d'aller montrer ce que c'était le quotidien des grévistes, des travailleurs pauvres, etc., c'était aussi parce qu'elle était animée par la colère. Et je trouve que c'est un trait de caractère qu'on essaye toujours on incite les femmes à ne pas être en colère. On leur dit toujours calme-toi, Sois douce, parle sois doucement. gentille. On n'obtient rien en s'énervant et tout ça, ce qui est archi faux. Et je trouve qu'une femme, surtout à cette époque-là, parce que c'était quand même fin 19e, qui dit ah non, moi j'en ai rien à foutre, je suis une grosse rageuse en fait. Et c'est là-dedans que je puise ma force tous les jours pour faire des trucs. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle continuait, elle se battait pour le droit de vote des femmes. En fait, à chaque époque, elle a eu un combat qui l'a énervée, quoi. Et je trouve que c'est un très beau fil rouge toute la vie, de garder la colère et de, même quand on est arrivé à peu près là où on voulait, de pas s'endormir, quoi. De pas se dire oh, pour moi la vie a été cool, j'avoue, je me suis un peu calmée, mais de se dire mais non, il y a toujours des raisons d'être énervé tout le temps. Et qu'en fait, si jamais on l'utilise, si on capitalise en utilisant la colère pour faire quelque chose, c'est un sentiment hyper bien parce que c'est une force incroyable, la colère. Vraiment, beaucoup plus que, je sais pas, que la peur, en fait. Se dire, à chaque fois que je vois un truc, ça me fout la rage et j'ai envie de tout péter. Très bien, utilise ça pour faire des choses. Et c'est très rare chez les femmes. Donc Vous avez de la colère, vous? ouais, moi j'ai la rage tout le temps. Je suis une grosse rageuse. Et il y a des choses que... Parfois, il suffit que je lise un peu trop, je fais défiler trop de news, d'actu, et je sens vraiment que c'est presque physique. Je me dis, putain, mais j'ai envie de mettre des patates dans un truc tellement je suis énervée. J'ai l'impression que les choses bougent pas assez vite, qu'on s'enfonce dans plein d'injustices tout le temps, que le climat est merdique de plus en plus, et que on s'enfonce dans un truc dont on va avoir de plus en plus de mal à émerger après. Et ça me fout tellement la rage. Il y a des moments où je me dis, il faut que j'arrête de lire... il faut que j'arrête de regarder mon téléphone au moins 2 heures avant d'aller me coucher. Sinon, je vais pas dormir parce que je suis dans mon lit à me dire putain, ça me rend folle. Et c'est pas grave, en fait. Il faut pas se dire allez, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Puis surtout, elle est là, cette colère. Donc, on va pas la nier, en fait, quoi. Je vais pas me faire un ulcère toute seule à me dire que c'est pas vrai. Je suis pleine de colère. Mais il faut en faire quelque chose. Il faut la diriger contre les bonnes personnes. Il faut la diriger contre les gens qui sont puissants et qui ont la capacité de maintenir les choses dans un état horrible. Enfin, il y a tellement de choses qu'il faut abattre, je trouve, encore. Et quelque part, à travers les culottés, c'est ce que vous faites. Ouais, alors les culottés, c'est pratique parce que ça dit pas... c'est vraiment un petit cheval de Troie gentil. C'est que ça va aussi dans les mains des petites filles et puis les parents disent c'est bien parce que c'est pas trop... c'est quand même... Mais bien sûr, pour moi, c'est vraiment c'est planter la graine de ça, quoi. C'est de dire... Bah si, c'est un vrai combat. Ce matin, je lisais encore avec mes filles, celle qui a été mariée avec l'empereur. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai rigolé avec elle, parce que il y avait la petite vignette dans laquelle elle avait un destin tout tracé, un super destin, elle va bien, en train de sourire, se marier avec l'empereur. Ouais. Et yes. Tu vois, et je trouve que c'est fort comme message. Mais en fait, ce qui est vachement bien, je trouve, avec un lectorat jeune, c'est qu'ils sont hyper intelligents.
que c'est une génération qui est beaucoup plus fine que la nôtre, je trouve, vraiment, sur certaines questions. Et que les enfants, je pense pas qu'il faille dire t'as vu, c'est dégueulasse, je trouve pas qu'il faut aller te battre et tout. Mais de juste, je pose ça là. C'est de dire, voilà, tu vois, en fait, les femmes, avant, elles n'avaient pas le droit de faire tel et tel truc. Voilà. Je te donne pas plus de clés de lecture que ça. Je te laisse te faire ton opinion. Et évidemment que quand on lit ça à 10 ans, on se dit putain, c'est dégueulasse. Et que du coup, on va avoir quand même une forme de révolte, en soi. Et c'est très sain. Et je pense qu'il faut aussi montrer patte blanche et que faut le faire doucement. Ça sert à rien de violenter les enfants. Voilà. Mais moi, je fais tout à fait confiance à cette génération qui va devenir des adultes très bien, je pense. Tu vois, ça se sent même. Il y a un truc, même au niveau de l'égalité entre les garçons et les filles, on entend des choses chez cette génération-là qui n'existaient pas du tout à notre génération à nous. Même quand tu vois les filles qui ont 15-16 ans, qui laissent rien passer, qui sont. Moi, ça me fout les frissons, quoi. Quand je vois dans des lycées et que que j'écoute ce qu'ils disent maintenant, je me dis, qu'est-ce que moi j'étais con à l'époque à côté, Mais est-ce qu'on avait le choix? Non, mais tu vois, ils ont quand même 10 ans d'avance dans le raisonnement. C'est trop bien, ça va devenir des adultes. Trop bien. Ah, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a des personnages que tu n'as pas pu représenter? Non, il y a des personnages pour lesquels je me suis vraiment tordu la tête à me dire, je sais pas comment le raconter. C'est pas tant des personnages, c'est des situations. Il y a un personnage dans Les Culottés qui s'appelle Poulan Devi, qui est une activiste indienne, et elle a vécu énormément de violences sexuelles. Et notamment, elle a été mariée par ses parents quand elle avait 9 ans, un vieux mec qui l'a violée quand elle était petite. Et après, par la police. Enfin, vraiment, elle a beaucoup cumulé. Et en fait, j'avais lu son autobio. Déjà, lire l'autobio, c'était physiquement difficile parce que c'était très dur, il fallait faire des pauses. Et pendant que je le lisais, je me disais, et tu vas dessiner ça? Eh ben, je sais pas comment tu vas le raconter, mais bonne chance, quoi. Parce que c'est déjà tellement dur à raconter. Alors, à le dessiner, tout ce que je vais pouvoir faire comme dessin va être un peu gadget. En fait, je me disais, quoi que tu dessines, ce sera manquer de respect. Ce sera. Je me voyais déjà en train de faire mes petites couleurs et faire mon petit décor, et me dire, mais tu te rends compte de l'histoire que tu es en train de raconter, et là, tu es en train de te demander, est-ce que mon bleu est joli? Enfin, c'est indécent, voilà. C'est un discours. Et après, donc j'ai hésité à laisser tomber et à pas la raconter. Et après, je me suis dit, renoncer à raconter l'histoire de cette femme, parce que moi, ça m'embarrasse de le raconter, c'est vraiment pas lui faire honneur, en fait. C'est que mon job à moi, c'est de me démerder, mais de trouver une façon de le raconter quand même. Parce qu'il n'y a pas de raison que parce que son histoire est trop horrible, on la raconte pas. Elle l'a vécue, elle. Donc il faut la raconter. Et donc je me suis dit, c'est la force de la BD par rapport à si j'avais fait un reportage, par exemple. C'est qu'en BD, on peut être très distant. Tu peux montrer complètement autre chose. Et par exemple, la scène où justement elle est chez son mari, j'ai juste fait un dessin de... Elle raconte qu'il l'a emmenée dans une cabane au fond du jardin pour la violer. Et donc j'ai juste fait un plan très large du paysage où on voit la cabane de loin. Et en fait, c'est pas la peine d'en montrer plus que ça. On comprend. On sait très bien. Tu peux suggérer l'horreur sans. Mais c'était vraiment un moment où même je me questionnais sur est-ce qu'on peut tout raconter en BD? Est-ce que moi j'ai le droit de raconter des histoires comme ça qui sont pas du tout les miennes? Enfin, c'était gros questionnement. Et en fait, je suis contente de l'avoir fait. À partir de quel moment tu prends conscience de l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes? Alors, j'y ai pas mal repensé récemment et je pense que très jeunes, malheureusement, moi, il y avait un truc qui était très caractéristique quand j'étais jeune, c'était la capacité à se déplacer dans l'espace, dans la ville. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas juste pour moi. C'est qu'il y avait des quartiers, des horaires, des tenues qui faisaient que moi, je pouvais pas être dans la rue. De me dire, quand je parlais avec mes potes, mecs, et qui disaient, on était à un truc, ils disaient, au pire, on s'en fout, on rentre à pied. Et moi, je disais, moi, j'ai peur, en fait. Moi, j'ai peur dans la rue. J'ai peur si je suis pas avec des mecs. J'ai peur en fonction de comment je suis habillée. Je m'habille en fonction de où je dois aller. À partir d'une certaine heure, et d'ailleurs, les parents te le disent, dès que tu es une fille, en fait, te disent, oh là là, tu rentres pas toute seule. Et tu dis, c'est chelou, mes potes, mecs, ils s'en foutent, hein, quand même. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur de ça. Je pense la première fois que j'ai eu un frotteur dans le métro, quand j'étais en 6e, tu vois, où tu dis, ça, c'était nul quand même pour nous. Il y a quand même plein de trucs nuls. Et que tu te rends bien compte que tu commences à avoir moins de liberté, quoi. Que toi, tu dois penser en 3 bandes à par où je vais rentrer, comment je m'habille, quelle heure il sera, je serai avec qui, est-ce que les mecs avec qui je rentre, je les connais bien. Enfin, beaucoup trop tôt, tu es obligé d'avoir des contraintes comme ça. Là où tu devrais toi aussi encore être un petit papillon foufou qui vit sa vie comme tes potes.
bah toi, t'es une fille, donc tu peux pas. Et ça, je trouve que c'est le premier moment où tu dis, ah, quand même pas pareil. Donc tu l'as senti vers la 6e. Ouais. Bien avant le travail et tout ça, ou alors là, n'en parlons pas, tu vois, surtout dans la BD où c'est vraiment un milieu de vieux garçons, quoi. Donc, bon. Mais en fait, je trouve que quand tu compares tes souvenirs avec ceux de tes potes et que tu racontes ton adolescence, je trouve que c'est là où tu commences à sentir tout de suite qu'il y a eu un truc qui n'a pas été pareil. C'est la trouille de rester dormir après une fête dans un appart en te disant, tu vois, en fait, d'avoir peur pour ton corps tout le temps. Je trouve que c'est ça le moment où tu rentres dans le dur de ça craint d'être une fille. Les hommes ont tendance à minimiser cette différence de traitement, n'est-ce pas, monsieur Alexandre? La balle perdue. Ça va être pour ta Désolée, gueule. vous êtes à côté de moi, donc... Est-ce que vous parvenez à comprendre cela? Bah, bien sûr, c'est impossible de comprendre quelque chose qu'on ne vit pas. Et on peut avoir plein de personnes qui nous l'ont raconté dans notre entourage. Ça équivaudra jamais à l'avoir vécu. De la même manière que n'importe quelle forme de privilège, on ne peut pas se rendre compte qu'on a un privilège tant qu'on n'a pas vraiment fait l'effort de l'accepter et que des gens ne nous l'ont pas mis sous le nez toute la journée, que ce soit d'hommes ou femmes, de couleur de peau, de milieu social. En fait, tant qu'on est dans son milieu, on ne le sait pas. Et je pense que quand tu cumules toutes les choses qui font que tu es emmerdé par rien, que tu es un mec blanc, hétéro, etc., franchement, tu te dis oui, mais bon... moi aussi, j'ai eu des difficultés, tu vois. Tu te rends pas compte de ce qui est individuel, de j'ai eu des difficultés, et de oui, mais globalement, tu as moins de difficultés, toi, que quelqu'un qui serait pas né comme toi, etc. Et moi, je vois plein d'hommes autour de moi qui sont vraiment très bienveillants et qui ont vraiment envie de comprendre ces choses-là. Mais il y a un truc, c'est que l'expérience, ils l'auront jamais. Voilà. Ils peuvent avoir... ils l'ont parfois quand ils deviennent parents. Tout d'un coup, ils se disent putain, mais je suis hyper inquiet pour ma fille. Tu dis, ah, t'as vu, ça craint, hein, c'est nul. Mais sinon, ils peuvent écouter les expériences des femmes autour d'eux et se dire ouais, c'est vrai qu'on n'a quand même pas vraiment eu la même vie, mais il faut quand même un vrai effort intellectuel de leur part pour l'accepter, quoi. Vu que tu as vécu aux États-Unis, est-ce que cette inégalité, tu l'as sentie aussi forte là-bas? Ouais, quand même. Après, elle joue pas sur les mêmes trucs. Nous, on a un truc en France qui est assez malsain autour de la galanterie, des trucs comme ça, dans un peu la limite entre la séduction et les gros lourds, qu'il n'y a pas du tout chez les anglo-saxons. C'est-à-dire, tout est considéré comme un geste déplacé, en fait, hein, donc ça va très vite. Il n'y a pas de zone grise où on est un peu, on ne sait pas si on flirte ou si machin, que je trouve dans le travail hyper reposante. C'est qu'on se demande jamais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il m'a dit tel truc. Enfin, c'est très très clair. Alors effectivement parce qu'ils veulent pas d'emmerde, ils veulent pas de procès et tout, mais au moins c'est très carré. Et franchement pour une meuf c'est hyper reposant en fait, qu'il n'y ait pas d'ambiance bizarre. Après j'ai trouvé, il y a des choses sur lesquelles on est plus détendu en France par rapport à la parentalité, par exemple. Il y a vachement plus de mères qui bossent en France. Bon, souvent pas par choix, hein, mais c'est pas un truc où on se dit t'es une mauvaise mère et tout. Moi, aux États-Unis, je voyais quasiment que des femmes qui avaient arrêté de bosser quand elles avaient eu des enfants. Parce que, quand même, être une mère, il faut se consacrer à 100% aux enfants. Tout est autour des enfants. Et elles se nient complètement. Et même si elles avaient une carrière, qu'elles adoraient bosser et tout, elles s'arrêtent parce que être maman, quoi. Le sommet de la pyramide, la maternité. Alors que j'ai l'impression qu'en France, on est... On n'est pas forcément une mauvaise mère si je on connais continue de bosser. pas de mères qui bossent pas, en fait, plus simplement. Enfin, il y a celles qui n'ont pas le choix, puis même celles qui ont le choix, elles n'ont pas du tout envie de passer leur vie. Enfin, elles ont le choix, en fait. Elle font ce qu'elles veulent. Je trouve, un peu plus. Nous savons que vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. Qu'avez-vous tiré de ces périples et en quoi cela vous a inspiré dans vos récits? Alors, c'est vrai que pour mes livres, j'ai la chance de voyager beaucoup, surtout ces 5 dernières années. Enfin, pas trop la dernière, mais celle d'avant, j'ai bien voyagé. Et dans des pays où je ne serais pas allée de moi-même parce que j'avais envie de voir, quoi. Du coup, c'était vraiment hyper intéressant. Et notamment quand c'était pour les culottés, ce qui était super intéressant, c'était de voir les culottés dans tous les pays, en fait. Et de voir les réactions qu'avaient les gens là-bas, de voir quelles histoires posaient problème aux éditeurs qui disaient « celle-là, on n'est pas très à l'aise parce que selon le sujet, chaque pays a son truc qu'il n'aime pas, en fait. Est-ce que tu as des exemples? Ouais, bien sûr. Aux États-Unis, par exemple, le portrait de Joséphine Baker que j'ai fait, il y avait un problème, c'était qu'on voyait ses seins quand elle dansait. Donc, c'est pas possible. Donc, il a fallu que je dessine par-dessus des petits strass pour lui cacher les seins, parce que pour les Américains, c'était pas possible. Même si la vraie Joséphine Baker, c'était bien le principe, c'est qu'elle dansait seins nus, c'était pas possible. Donc, il a fallu changer les dessins. Quand j'étais en Chine, par exemple, il y a plus un problème avec le fait de faire l'apologie de femmes qui ont fait des manifs
qui étaient vraiment à défier le pouvoir et tout. Ça, ils disaient, ouais, du calme quand même avec ça, on n'aime pas trop. Il y avait des pays où ce qui était un problème, c'était évidemment la question d'avortement. Où c'était embêtant parce que c'était un livre que les enfants risquaient de lire et on parlait d'avortement, donc voilà. Et après, quand il y a eu le dessin animé des culottés, par exemple, qui est passé dans plein de pays, au Portugal, il y a eu des comités de parents qui ont écrit à la chaîne pour faire déprogrammer le dessin animé parce qu'il y avait une histoire qui parlait d'avortement et que les enfants n'ont pas à entendre parler de ça. Et parce qu'il y avait une femme transgenre. Et ça aussi, c'était... Les enfants ne doivent pas savoir ça. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir... Et la France n'est pas du tout parfaite là-dessus non plus. Il y a plein de trucs qui sont problématiques en France aussi, mais selon les pays, il y a toujours un truc qui gêne un peu. Quand je suis allée en Russie, alors là, c'était carrément la lune, quoi. C'est que les meufs, elles me disaient bah non, mais nous, ça nous intéresse pas, on n'a pas besoin de féminisme. Enfin, c'était fou, quoi. Il y avait vraiment des... Et à l'inverse, chez les Coréennes, elles sont hyper... elles ont vraiment beaucoup d'injonctions à la perfection, à la beauté. Il faut que tout soit tout le temps parfait et tout. Et du coup, elles pètent des câbles, en fait. Et les jeunes filles coréennes, elles se coupent les cheveux courts en signe de j'en ai marre d'être une poupée, en fait. Ok. Et du coup, je rencontrais des classes de filles comme ça. Et c'était fou. Enfin, elles avaient 15-16 ans, quoi. Et c'est un mouvement qu'elles appellent sortir du corset. Et c'est arrêter de se maquiller et se couper les cheveux. Et en fait, ça fait scandale. Vraiment, même leurs profs leur disent mais regarde-toi, tu ressembles à rien et tout. Et elles disent bah ouais, mais je vous emmerde. Enfin, c'était fou de les rencontrer, quoi. Donc ça, c'était génial. Et t'as pas envie d'écrire un petit truc là Ben, sur elle, par exemple? Ouais, en tout cas, je prenais des notes. Vraiment, je prends des notes pour pas oublier parce que j'oublie tout en fait. Et que je veux pas minimiser plus tard et me dire ah oui, la Corée, j'avais bien mangé. Je veux me rappeler que c'était un voyage qui était vraiment une baffe, quoi. Et qu'en fait, quand c'est pour ça que c'est intéressant quand c'est pour le travail parce que tu es beaucoup plus dans le dur d'un pays. Je pense que si j'étais allée à Séoul pour visiter, j'aurais eu aucune chance de rencontrer ces jeunes filles-là, de parler avec elles, t'expliques un peu les problèmes du pays et tout. Donc c'est vachement intéressant de pouvoir voyager pour le travail, je trouve. Les révoltes, elles sont différentes, elles diffèrent d'un pays à l'autre, Ouais, mais on ressent toujours cette colère chez les femmes. Est-ce que enfin, j'ai l'impression, ouais, à ouais. travers ce que tu me Ouais, dis. et plus ou moins autorisées à sortir. C'est-à-dire, chez les Coréennes, par exemple, j'ai découvert ce que je savais pas parce que j'ai pas beaucoup de culture, mais que c'était vraiment un pays vraiment très contestataire. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des gens qui font des manifs comme en France, dans les rues. Et quand tu demandes, c'est une manif pourquoi? Ils font, je sais pas, enfin, vraiment, genre, c'est ouais, bon, c'est une manif, quoi. Il y en a tous les 2 mètres, il y a des gens avec des pancartes, ils sont tout le temps en train de gueuler et tout. Alors que c'est con, mais c'est pas du tout l'image qu'on en Ah a. ouais, pas du tout. Et en fait, ils sont tout le temps dans la rue en train de gueuler avec des pancartes pour n'importe quoi. Et déjà, avec ça, je me disais, ah, j'adore, c'est trop cool. En fait, ils sont tout près du Japon, mais ils ont vraiment rien à voir. Enfin, je sais pas, ça m'avait vachement touchée. Et quand j'étais allée en Russie, justement, j'avais fait d'abord une rencontre très prout-prout, quoi. En gros, à l'Institut français, avec voilà, des Russes qui sont francophiles, donc hyper éduqués, tout ça. Et la rencontre était assez bizarre parce que dans les questions du public, vraiment, elle me disait, mais pourquoi vous faites tout ça? Vous savez, il y en avait une, elle m'avait dit, nous, en Russie, on n'a pas ce problème-là. Nous, les hommes, nous payent des trucs. Donc, euh, voilà, enfin, vous savez. Et puis surtout, les femmes dont vous parlez, à mon avis, elles n'ont pas de mari. Et c'est pas en prenant pas soin d'elles qu'elles vont trouver un mari et tout. Et je me disais, putain, mais je suis en 1940, c'est pas possible. Et je suis en train de me dire, ok, la Russie, génial. Et puis en fait, le lendemain, j'étais à une espèce de festival indé de BD où là, il y avait que des gamines de 17 ans avec les cheveux bleus qui étaient venues me voir et qui étaient genre, merci, c'est super. Parce qu'en fait, en Russie, culotté, il y a un petit macaron sur la couverture, il est déconseillé aux moins de 18 ans. Ah ouais, carrément. Et au début, j'avais trouvé ça un peu cool, j'avoue. Je me disais, c'est un peu voyou. Mon livre, il est interdit aux mineurs, j'aime trop. Et je cherchais ce que c'était qui était si problématique. Et en fait, les filles m'avaient dit, il y a pas mal de représentations de l'homosexualité, en fait. Et ça, c'est vraiment un problème en Russie. Et les filles qui venaient me voir, c'était des filles il y avait plein de filles qui étaient en couple, qui étaient des lesbiennes, en fait, des jeunes filles. Et qui me disaient, oh là là, merci, c'est super. Tu dis, ouais, non, en fait, il faut bien creuser dans un pays avant de te faire une idée. Te fais pas une idée d'un pays en 2 heures en me disant, c'est bon, j'ai compris, quoi. En fait, t'as rien compris du tout. Il faut que tu ailles voir vraiment plein de gens pour te faire une toute petite idée. Et ça m'énerve autant que si quelqu'un me disait ah oui, la France. Ouais, je suis venue, j'ai fait une rencontre dans une librairie à Saint-Germain-des-Prés, j'ai bien vu ce que c'était la France. Je dirais non, mais Elle a rien tu compris, sais quoi. rien Ouais. du tout de la France, donc arrête, quoi. Et ben, je pense qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de voyages et être très à l'écoute d'un pays pour avoir une petite idée, quoi. Donc par ce biais-là, on voit quand même plein de choses. Est-ce que la France a un problème dans sa façon d'aborder le sujet des différences?
Que ce soit sexe, Mmh. religion. Ah bah oui, hein. Il y a vraiment un problème. Ça on le voit en ce moment un peu tous les jours. Euh, ouais, alors après, moi je suis pas historienne, mais on a effectivement quand même un problème avec notre passé colonial qui laisse des traces très claires, je trouve, dans la façon dont on gère qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est tout le temps cette espèce de faux débat qu'on a inventé de l'identité française, c'est quoi être français, et dès qu'on sait pas exactement ce qu'on avait prévu, bon, bah, c'est plus la France, quoi. Et on a du mal en France à accepter le fait qu'elle est très diverse, la France, et que c'est pas juste diverse l'équipe de foot, quoi. Qu'en fait, c'est pas ça la diversité de la France. Et que, et surtout, je trouve qu'on a du mal à accepter, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais que tout le monde ne démarre pas au même endroit dans l'échelon des chances, quoi. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec le discours de ta chance, tu la crées toi-même. On démarre tous avec les mêmes cartes en main, ou même de penser que l'école peut lisser toutes les inégalités. Je pense qu'on avancerait plus vite si on commençait par accepter que vraiment on démarre pas tous avec les mêmes cartes, euh, que c'est super si tout s'est bien aligné pour toi, mais que c'est quand même un cas assez rare. Et comme en France, on a en plus une tradition de grandes écoles, de familles avec une reproduction toujours des enfants de gens qui se retrouvent à faire les mêmes choses enfin, la reproduction sociale comme ça, on a du mal à se dire, bon, ça marche pas en fait, ça laisse vraiment beaucoup trop de gens sur le carreau. Et dès que tu es un peu différent de ce modèle de réussite, il n'y a pas de place pour toi. Et je trouve que ça commence dès l'école, où on prend très mal en charge les différences de profil. En gros, si jamais tu rentres pas dans une filière, bon, ça a un peu changé, mais finalement pas tant que ça. Si tu rentres pas dans une filière académique comme c'est prévu, on va te foutre dans un truc de côté où clairement on considère que tu n'arriveras jamais à rien, puis d'ailleurs on s'en fout en fait. On n'est pas du tout attentif à la force et aux différences d'intelligence même, juste des enfants et des adolescents. Moi j'ai des neveux qui sont ados par exemple, et quand je parle de ça avec eux, je trouve ça fou comme on juge de leur intelligence et leur capacité à réussir comme d'adultes dans une boîte à 40 ans, quoi. Alors que c'est des trésors, ils ont des millions de choses dans leurs mains, et juste on n'a pas les moyens, je pense, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour l'éducation, pour prendre le temps de se dire on essaye des choses. Tu vois, ce que je disais de mon école, par exemple, que j'ai fait là pendant 5 ans, imagine si on pouvait déployer ce temps et cette énergie pour être attentif à ce qui réussit aux gens quand ils ont 13 ans. On laisserait beaucoup moins de gens sur le côté, on accepterait qu'ils ont leurs forces, qui ne sont pas du tout les mêmes que celles des autres, et on créerait quelque chose de plus adapté à la diversité de la France, quoi. Et ben, il n'y a pas d'argent, il y a des... Je comprends pas que ce soit pas une priorité, en fait, de mettre de la thune là-dedans, plutôt que dans... Je sais pas. Mais c'est ce que Macron avait promis. Ah ouais, entre autres, ouais. Ouais, qui Il avait mettent aussi tout dans le. dit que c'était la priorité du quinquennat, ce serait la lutte C'est contre ça. les féminicides. Comme quoi, hein. Ouais. Mm. Selon vous, être féministe, ça veut dire quoi? Et à quel moment tombe-t-on dans l'extrémisme? Alors, être féministe, c'est quoi? C'est vouloir se battre pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Voilà, pas pour qu'ils soient pareils, parce que c'est pas possible, mais qu'ils aient accès aux mêmes choses et qu'il n'y ait pas de choses qui soient plus difficiles quand on est une fille, comme rentrer dans la rue le soir quand on est une fille. Voilà. Ça va de là à l'égalité de la paye, à l'égalité du travail domestique quand on a des enfants, etc. C'est vraiment juste se dire, si on pouvait tous partir sur la même base de droits pour qu'on puisse avoir le même accès à tout. Et du coup, quand on prend le féminisme avec cette définition-là, on ne peut pas être extrémiste, en fait. Il n'y a pas d'extrémisme dans l'envie d'être égal, quoi. Ou alors tu veux vraiment très très fort l'égalité et ça te rend vraiment extrémiste de l'égalité. Mais en fait, à partir du moment où on casse une image fausse qu'on a essayé de créer du féminisme pour le discréditer, qui est c'est des gens qui veulent buter les hommes, et que donc dans ce cas-là, oui, c'est des fous en fait, et que personne ne veut de ça comme projet de société. Si jamais on dit non, c'est vraiment juste qu'on ait accès aux mêmes choses, on peut pas tellement être extrémiste. Et c'est un peu compliqué d'être contre aussi. C'est-à-dire que si on a pris ça comme définition, bonne chance pour expliquer qu'on est contre. Moi, je veux pas l'égalité, moi. Moi, je veux que les femmes, elles aient moins de droits. C'est pas génial comme discours. Donc, il faut réhabiliter la vraie définition du féminisme, qui est vraiment rien de plus que ça. Donc, par exemple, Monsieur Alexandre se doit d'être féministe. Après, c'est un autre débat, parce que les hommes... mecs féministes, on s'en méfie. C'est louche de dire ça. Mais être un allié du féminisme, en tout cas, et de dire, je suis d'accord, c'est vrai que j'ai plus de droits que les femmes, c'est vrai. Et les choses sont plus faciles pour moi, et je trouve ça pas juste. Et je trouve que ce serait plus honnête qu'elles aient plus de droits. Ça, c'est être un bon allié du féminisme.
Voilà, bah, Je suis super, comme bravo. ça. T'es super allié alors. Et il n'existe pas de femmes qui veulent buter des hommes, justement, enfin, qui Bah sont si, contre les hommes. bah si, bien sûr. Elles font ce qu'elles veulent. Puis après, individuellement, chacun peut. Après, on peut. C'est délicat parce que il y a sûrement des femmes qui veulent buter des mecs. Même si, ce qui est intéressant, c'est que même dans les théories les plus extrêmes des militantes, vraiment, vraiment, dans la misandrie pure, il n'y a jamais de passage à l'acte. C'est-à-dire que c'est pas une théorie comme. Il n'y a pas de crime féministe, tu vois, comme il y a des crimes racistes, en fait. Il n'y a pas de passage à l'acte par la violence du féminisme, en fait. Il y a eu une fois, il y a Valérie Solanas qui a tiré sur Andy Warhol. Voilà, elle était, et ça a été vraiment toujours montré comme l'exemple de, voilà les dérives. Bon, il y a une meuf dans les années 60 qui a tiré sur un mec parce qu'elle n'en pouvait plus, et elle-même, elle avait une vie horrible, elle avait été multi-violentée par des hommes. C'était une pathologie, en fait. Enfin, faut pas dire qu'elle avait une pathologie, mais tu peux pas prendre un exemple d'une fois quelqu'un qui a fait un truc dinguerie et dire, tu vois, ça mène à ça. Parce que non. Euh, En revanche, même s'il faut pas dire que c'est des femmes qui veulent la peau des hommes, c'est une erreur de pas vouloir quand même nommer le groupe qui est privilégié dans cette société. C'est-à-dire de dire, moi je crois pas que ce soit une histoire d'hommes ou de femmes et tout. Si, quand même, il faut bien le dire, c'est quand même les hommes. C'est-à-dire, par exemple, quand on veut faire quand on se bat pour qu'on dise des féminicides et pas des crimes conjugaux, par exemple, c'est parce que il faut quand même appeler un chat un chat. 95% des cas, ça reste ça. Pareil pour les violences sexuelles. Le fait de dire oui, mais parfois il arrive aussi qu'il y ait des hommes qui soient victimes de violences sexuelles, certainement. Mais les femmes sont très très rarement à l'origine d'un délit sexuel quand même. Et si jamais tu me trouves les 2% où ça arrive, tu dis ah d'accord, bah donc quoi, on change tout. Enfin, non, il faut accepter que l'écrasante majorité de ces genres de problèmes est genrée quand même. Donc si tu dis il faut pas dire que c'est les hommes, bah on n'avance pas parce que si. Mais ça veut pas dire. D'ailleurs, toi, t'es un salaud et t'es machin, c'est de dire en tant que groupe social, il y a quelque chose à changer dans la façon dont la justice se fait, par exemple. Dont on va accueillir la parole des victimes. Par exemple, on essaye de former un peu l'écoute aux femmes qui viennent témoigner de violences dans les couples, par exemple. Et moi, je travaille avec une association qui s'appelle En Avant Toutes, qui est super, qui a un chat pour les jeunes filles qui ont des violences dans leur couple, parce que c'est une très très grande proportion des violences dans le couple, c'est les jeunes filles en fait, qui sont dans des violences psychologiques, physiques avec leurs copains, et qui ont personne trop à qui en parler, donc elles font un chat hyper bien par WhatsApp. Enfin, c'est vraiment super. Et elle disait que, en fait, c'est aussi des filles qui elles-mêmes n'arrivent pas à mettre le mot dessus parce qu'elles se disent oui, mais j'aime pas dire ça parce que ça fait comme si les filles ont été des victimes et que les mecs étaient des salauds et tout. Donc, c'est hyper important de bien dire. C'est pas parce que tu dis que c'est un homme qui te violente que ça veut dire que tu détestes les hommes, etc. Donc, je trouve ça assez dangereux de vouloir en faire un truc anti-mec parce que ça divise là où vraiment tout le monde devrait être à bord de ce truc-là, qui est que on a envie que les filles aient pas la trouille. Donc, Mais même la majorité des mecs oui, souhaitent la même chose. D'ailleurs, on voit tous les hashtags qui sont sortis dernièrement, sur l'inceste, ouais, sur Sciences Po. C'est incroyable. La c'est incroyable. libération de la parole Oui, oui. des femmes. Libération de la parole, mais le problème, c'est qu'il faut l'entendre. C'est qu'on libère, mais si en face, on ne veut pas entendre, typiquement, Sciences Po, il a fallu vraiment que les filles se mobilisent très, très, très fort pour finir par avoir gain de cause. Parce qu'avant, on leur disait, ah ouais, mais tu sais, c'est comme ça. Ah, mais c'est les ambiances d'école. Ah oui, ben, en fait, ne pas vouloir voir que c'est très grave, il faut. On en revient à la colère. Je pense qu'en demandant gentiment, en disant, vous savez, dans les BDE, il y a des ambiances un peu. Ça marche pas en fait. Il faut y aller fort parce que on n'obtient rien. D'ailleurs, historiquement, les femmes n'ont jamais rien obtenu en demandant timidement. Hein. C'est pas en demandant gentiment qu'elles ont obtenu le droit de vote, donc ni l'avortement, ni rien. Donc malheureusement, il faut à chaque fois un peu hausser le ton pour que ça marche. Peut-on être dévoué à la cause des femmes et avoir un homme dans sa vie? Oui. Oui, oui, bien sûr. C'est au contraire, moi je trouve que ça rend les hommes hétéros encore plus, enfin, je vais dire encore plus charmant, mais c'est pas ça. C'est que pour moi c'est impensable autrement. C'est que si je pense que je peux pas être séduite et amoureuse d'un mec qui me sort des grosses conneries sexistes en fait. Donc bien sûr que c'est compatible. Moi j'ai des hommes
Je n'ai pas des hommes dans ma vie, j'en ai plutôt un, mais j'en ai eu d'autres avant, et puis voilà. Et même dans mes amis garçons que j'aime vraiment plus que tout, leur point commun, c'est que c'est des garçons intelligents, en fait. Donc ils réfléchissent, et donc eux-mêmes ont à cœur que les femmes aient des vies plus agréables. C'est-à-dire que eux, typiquement, moi, mon copain, par exemple, il m'aime, et donc il a envie que j'ai une vie plus cool. Il peut pas se dire j'adore ma meuf, mais ça me ferait vraiment chier qu'elle soit payée plus à salaire égal, quoi, à travail égal. Évidemment qu'il a envie que j'ai une vie mieux, donc je pense que c'est. Mais après, il peut se dire j'espère que j'aurai toujours cette position, oui, supérieure à elle. Pourquoi vous rigolez? Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui veulent avoir... Il y a sûrement beaucoup d'hommes inconsciemment. D'ailleurs, c'est le cas. En fait, il y a aussi un truc de... Mais c'est plutôt parce que c'est de l'éducation. C'est de se dire comment je vais me valoriser si je suis pas celui qui ramène du fric, alors qu'on m'a toujours appris que c'est ça un mec, en fait. Donc, les mecs aussi ont intérêt à cette égalité. C'est une égalité qui les repose aussi de toutes ces constructions débiles de parce que t'es un mec, tu dois être comme ça, tu dois surtout pas être comme ça. Enfin, tu dois pas avoir d'émotions comme ci, comme ça. Je pense que leur dire, hey, tranquille, hein, tu sais, au pire, si pendant 6 mois tu gagnes pas de fric, ta meuf est là, ils feront, oh putain, hyper cool. Et ils se diront pas du tout ils se sentiront pas dévirilisés, démasculinisés, tu vois. Et j'imagine que quand t'as grandi et qu'on t'a toujours dit, si t'es un vrai bonhomme, c'est toi qui rapporte la thune. Après, tu te dis, bah, qu'est-ce qui me reste si on m'enlève ça? Mais je pense aussi que les mecs sont intelligents et qu'ils savent très bien que c'est un système qui les dessert. C'est ce besoin d'être invulnérable tout le temps, d'être celui qui encaisse. C'est hyper chiant, en fait. Personne n'a envie de vivre comme ça. Donc, on a tous à gagner à ce que ça soit plus cool. Du coup, est-ce que ton homme porte un regard sur ton travail et vice-versa? Parce que il est artiste, me semble-t-il. Tout à fait. Bien sûr, c'est même une partie hyper importante de nous, quoi. C'est que déjà, je trouve que c'est super de partager sa vie avec quelqu'un qui est artiste parce qu'il comprend les phases de laisse-moi dans ma création pendant des heures. Ça veut pas dire que je fais la gueule, c'est juste que là, je suis à fond et laisse-moi, et ça tombe bien toi aussi. Et on peut être dans la même pièce et être complètement chacun dans une bulle, et tout d'un coup, il est 2 heures du mat, et voilà, ça c'est vraiment cool. Je pense que ça marche parce qu'on est admiratif du travail de l'autre, sinon ce serait gênant. En fait, ce que je me dis toujours, c'est que si tu es avec quelqu'un qui fait des trucs que tu trouves nazes, moi j'aurais du mal à continuer à être amoureuse, quoi. Je me dirais, je ressens un petit frisson de gêne quand je vois ce que tu fais, c'est un peu nul. Donc ça va parce que j'adore ce qu'il fait, et que, en plus j'adore sa démarche, et j'adore ce qui l'anime dans son travail. C'est qu'il aime mettre en avant des gens qu'il trouve talentueux. Je trouve que c'est tellement la preuve d'une humilité, d'une curiosité. En fait, tout se mélange. C'est des qualités que je trouve super chez lui en tant que mec, en fait. J'adore qu'il soit comme ça, et il est comme ça dans son travail. Et lui, pour ce qui est de mon travail, alors moi, je continue à penser qu'il est pas vraiment objectif, mais il continue toujours à dire qu'il dit, pour moi, t'es simplement la meilleure. Donc voilà. Oui, mais toi, tu te dévalorises un peu Non, mais quand je lui montre ce que je fais, quand je lui montre et je lui dis, t'aimes bien, il fait, c'est parfait, t'es la meilleure. Je dis, bien sûr, voilà. Mais c'est peut-être vrai. En tout cas, il aime beaucoup ce que je fais, et il a un regard hyper important. En ce moment, j'écris un peu des trucs que je montre pas trop, et je le montre quasiment qu'à lui, en fait. Et à partir du moment où il m'a dit que c'était bien, je suis hyper soulagée. Je me dis, ok, c'est bien. Le jour où il me dira pas ouf, je me dirais, c'est vraiment que c'est pas génial, mais c'est cool. C'est super d'être avec quelqu'un qui crée des choses aussi, qui est ému, qui peut être ému par des choses. Je me ferais un peu chier sinon. Il met des femmes à l'honneur dans son média. Il met des femmes à l'honneur dans son média, et même dans les artistes. Par exemple, les artistes qui le touchent le plus, les artistes qu'il préfère, et où vraiment je raconte un peu sa vie, mais où quand il écoute, quand il me fait découvrir, il me dit, tu connais pas, il faut que tu écoutes ça, et vraiment ça le colle par terre. Il est très sensible à l'art des femmes, en fait, je remarque. Par exemple, il voit un culte à une chanteuse qui s'appelle Fiona Apple, voilà. Et vraiment, pour lui, c'est le plus grand génie de l'écriture de la musique. Et effectivement, quand il travaille avec des femmes, il le fait d'une manière que je trouve hyper saine, qui est avec quelque chose d'un peu vindicatif, qui est, je veux les mettre en avant parce que c'est un milieu qui est tellement dégueulasse avec elles. C'est qu'il a conscience du fait que c'est un milieu qui est vraiment pas cool avec les femmes. D'ailleurs, il y a un MeToo de la musique qui est quand même assez gratiné. Et il dit, on leur barre tellement la route. Il y a tellement de femmes qui auraient eu des carrières 1000 fois plus incroyables si elles avaient été des mecs à talent équivalent. Il faut rattraper le coup en les mettant devant et en se mettant soi derrière elles pour qu'on les voit. Et ça, évidemment, ça me séduit, mais il m'a vraiment pas du tout attendu pour faire ça. Donc, je
trouve ça cool. Et surtout, je sais que c'est vraiment sincère. C'est que c'est pas du tout une posture. Donc c'est un féministe. Ouais, un bon allié, ouais. Un bon allié. Et puis, il est vraiment fan des artistes avec qui il bosse. Donc, il est impressionné par le talent des gens avec qui il travaille. Est-ce qu'Internet a donné plus de visibilité à la gente féminine, selon toi? Elle nous a donné le fait d'avoir toutes les clés en main pour pas avoir besoin d'un éditeur, d'un producteur, d'un machin. Au bout d'un moment, si, parce qu'il faut de l'argent, mais en tout cas pour se montrer, pour travailler comme on veut, et trouver des personnalités, des gens où on dit j'aimerais bien bosser avec toi, et pas avoir besoin d'intermédiaire. Je trouve que c'est une vraie liberté pour les femmes de ne pas avoir besoin d'être choisies par des gens qui disent d'accord, mais peut-être il faudra changer ça et ça chez toi. Alors je me leurre pas du tout. Ça reste des métiers où on est très conditionné par ce qu'on attend de nous. Mais tu peux faire ton truc dans ton coin beaucoup plus qu'avant. Moi, je suis pas de cette génération-là à l'origine. C'est-à-dire, moi, c'était pas possible de montrer ton travail autrement que en étant édité, en étant publié. Mais moi, je connais des dessinatrices maintenant. Je connais leur boulot que sur Instagram. Et elles ont des millions de gens qui les suivent. Alors, je sais pas comment elles vivent. Toujours la question, hein. On paye pas son loyer avec des likes, hein, comme on dit, mais je sais pas trop où est l'argent. Mais en tout cas, pour te lancer et pour t'épanouir dans ton style, en tout cas, ouais, quand t'es une femme, les réseaux sociaux ont vraiment permis ça. A contrario, Internet a-t-il banalisé la violence, la misogynie ou d'autres formes d'injustice? Ouais, je trouve quand même aussi, on se prend beaucoup plus dans la gueule sur les réseaux sociaux qu'avant. Je sais pas, moi j'ai connu l'époque, en tout cas pour les dessinateurs, on avait des blogs. On n'aurait pas eu un quart de la violence qu'on a maintenant sur Twitter, quoi. Où vraiment les gens t'insultent ta famille, te menacent. Enfin, Tu reçois ça, toi? ouais, ah ouais, carrément. Mais je suis vraiment pas la plus à plaindre. Parce que moi je fais des dessins, donc c'est rigolo. Donc les gens sont quand même un peu sympas. Mais mes amis ou les femmes que je connais qui écrivent ou qui dessinent des choses plus engagées, ouais, elles se prennent des avalanches de merde misogynes, racistes, tout le temps, quoi. C'est vachement dissuasif, quoi. Au bout d'un moment, tu dis, en fait, cette partie-là du boulot, elle me fait vraiment trop chier. Donc, il y a quand même plein d'artistes qui ont déserté au moins Twitter en se disant, j'ai pas l'énergie pour en plus aller à la guerre tous les matins en me disant, alors, qu'est-ce que je vais me prendre sur la gueule aujourd'hui? Parce que c'est quand même, Je vois Rokhaya, elle est courageuse. typiquement, Ouais. moi, Rokhaya, pour moi, c'est une forme de surêtre. Parce que, en plus, elle va sur les plateaux de télé. C'est-à-dire que, non contente de s'en prendre plein la gueule en ligne et de se faire insulter toute la journée, elle va tenir tête en vrai à des vieux mecs sur des plateaux pour leur dire parfaitement, en plus toujours calme, toujours super, avec un truc parfaitement construit pour leur dire non, pas du tout. Et moi je regarde ça en me disant, je sais pas comment elle fait pour garder son calme et pas se casser en fait à chaque fois. Toi qu'elle est forte. Hein. Elle est très très forte. Ouais. Et elle s'en prend vraiment Oh plein oui, la gueule. vraiment plein la gueule. Là, j'ai vu dernièrement, elle avait posté, elle a retweeté, je crois, un passage télé d'un mec qui faisait une chronique sur ce qu'elle avait soi-disant dit, qui n'existe pas d'ailleurs. Et tu te dis, mais comment c'est possible d'être invité sur un plateau télé, de prononcer des phrases qui n'ont jamais été prononcées, et de comme ça en toute impunité, quoi. Non, en plus, je pense que maintenant, elle sait que quand elle est invitée, c'est entre autres aussi un peu pour qu'il y ait une petite vidéo qui buzz après, où elle se prend la gueule avec un mec et tout. Elle est là pour ça, quoi. Elle est là pour que face à des mecs qui n'ont aucune idée du sujet en plus, alors que elle, c'est des faits, enfin, c'est des sciences sociales, quoi. Elle dit des faits avec des chiffres. Elle n'est pas en train de délirer toute seule et souvent, elle est face à vraiment. Mais c'est incroyable. Ouais. Comment avez-vous vécu la polémique autour de la sortie du livre Le génie lesbien d'Alice Coffin? J'ai pas compris pourquoi c'était parti si loin. Je pense que c'est vraiment des gens qui n'ont pas lu le livre parce que moi je l'ai lu et il y a plein de trucs que j'ai lus où je me suis dit ah exactement. Elle met vraiment les mots sur un truc hyper vrai, tout simplement un truc. Le fait de s'intéresser, moi c'est le cas intuitivement, c'est pas un choix. Depuis quelque temps à lire des livres écrits par des femmes, c'est pas parce que je me dis je vais lire des trucs écrits par des femmes parce qu'il y en a marre de lire des trucs écrits par des mecs, c'est parce que je les ai pas vus avant ces bouquins. C'est des bouquins qui étaient jamais dans aucun programme scolaire, qui sont pas des classiques, qui sont pas mis en avant. On se dit toujours bah il y a pas beaucoup de femmes qui écrivent. Quand on commence à tomber un peu dans le vortex en fait si il y en a plein. On a plein de trucs à rattraper et c'est des histoires et des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de lire. Moi, j'adore lire des histoires de femmes qui racontent comment c'est leur vie dans d'autres pays ou des choses comme ça parce que je l'ai pas lu en fait. Juste. Et du coup, c'est trop bien et à aucun moment je me dis que c'est un acte militant de faire ça. On peut en faire un acte militant aussi et se dire
il y a une forme de rééquilibrage à faire, même commercial. Mais moi, c'est juste que ça m'intéresse. Et d'entendre des gens se surexciter et dire ah oui, donc si on vous écoute, on n'aurait jamais publié Racine et Molière. Je fais putain, les mecs. Je dis, mais t'inquiète, d'ici à ce qu'on arrive à ce qu'on lise plus de mecs, on a un peu de marge, hein, franchement, on est tranquille encore pendant un petit moment. Et qu'est-ce que ça peut faire surtout? Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on a envie de lire des femmes? C'est si grave que ça. Enfin, ça va pas faire s'effondrer le monde. Et quand elle parle du fait que les lesbiennes sont invisibilisées, pareil, c'est pas un pavé dans la mare de dingue de dire ça parce que c'est archi vrai. En fait, il n'y a pas de lesbiennes visibles. C'est pas quelque chose en France. On n'a pas, elle le dit elle-même, il y a plein de personnalités au moment du mariage pour tous qui ont été un peu tirées sur la veste par des associations en disant ce serait le moment de sortir un peu de parler du fait que vous êtes lesbienne parce qu'on a vraiment un problème de visibilité. Et en fait, en France, on n'a pas envie de le dire parce que c'est très mal perçu et que du coup, c'est vraiment une minorité qui reste très très invisible. Donc, la plupart des choses qu'elle dit dans son livre, ça me paraît des évidences en fait. Plus plein de choses qui sont très. En fait, c'est quand même elle est très documentée. Elle a été journaliste, elle a étudié vraiment les médias, donc c'est plein de chiffres très précis. C'est super intéressant à lire. Et j'avais vu une interview où elle était passée en plateau chez Ruquier et où il disait alors moi j'ai lu votre livre et en fait c'est pas du tout ce qu'on croit. En fait c'est pas du tout anti-mec. C'est plutôt bien et simplement c'est vrai que c'est bizarre qu'on ait autant sorti des extraits comme ça et je me disais sorti de leur contexte. Je me dis ok donc on est d'accord. En fait c'est vraiment juste. Le truc a pris des proportions de dingue alors que c'est quand même vraiment pas bien méchant, quoi. Un mouvement comme MeToo, ça vous inspire quoi? Bah c'est bien, c'est bien MeToo. C'est bien si c'est traduit par des lois et par des actions politiques parce que sinon c'était très très bien que les femmes puissent enfin déverser tout ça. C'est-à-dire que toutes les femmes disent bah oui, bien sûr moi aussi. C'était bien de voir qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient stupéfaits par ça. C'est ah bon? Il y a tant de femmes que ça pour finalement arriver enfin à la conclusion que a priori c'est toutes. Hein, plus ou moins, et que c'était le fait que ça les étonne était déjà un événement de se dire bon bah, ça veut dire qu'il fallait le faire quand même. Ça a quand même fait un peu un coup de tonnerre dans pas mal de milieux. Après je trouve que ça n'a pas été beaucoup suivi par des actes, qu'il y a beaucoup d'industries dans lesquelles tout est resté exactement comme avant, en France notamment, où à chaque fois que quelqu'un a pris la parole, je me souviens quand Adèle Haenel est venue dire que c'était un milieu dégueulasse. Ça n'a pas non plus été dans la foulée, il y a eu le César de Polanski, et puis voilà quoi. Ouais, c'est levé. Ouais, mais parce que c'est cassé. C'est ça, on se lève, on se casse, mais j'ai l'impression que dans la musique, pareil, il y a Pomme récemment qui a pris la parole pour dire un peu ce qu'était la réalité de ce milieu pour une jeune fille. Ça n'a pas été, mais pas beaucoup de conséquences quoi. Alors j'imagine que c'est une étape. La parole se libère. Bon, après il faudrait la prendre plus au sérieux aussi quoi. On te sent engagé dans beaucoup de causes, qu'elles soient politiques, environnementales, avec la jeunesse, dans des associations aussi humanitaires. D'où ça te vient? Vraiment, je pense que je suis une grosse rageuse. À un moment, j'avais ce débat avec un pote à moi qui me disait tu devrais te ménager en. Déjà, tu devrais arrêter Twitter, c'est son premier conseil. Et il me disait parce que vraiment, tu fais monter ta tension tout le temps, quoi. En fait, moi, j'aime bien. En fait, je me dis que si je regarde pas ce qui se passe, ça va quand même continuer à se passer. C'est juste que je le verrai pas. Mais ce sera pire. Parce que c'est exactement comme une porte fermée où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je préfère vraiment voir et me dire, putain, ça m'énerve, ça c'est dégueulasse. Et eux, c'est vraiment des vendus. Et ça, c'est vraiment les lobbies et machin. Ok, je suis tout le temps en train de m'énerver, mais au moins, je sais que ça existe et je perds pas le fil. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux faire concrètement pour que les choses changent. D'une part, par manque de courage, clairement. Parce que je pourrais aussi consacrer ma vie à ça. Et je connais des activistes et des militants qui vraiment sont au cœur du truc et qui y consacrent leur vie. Et ils prennent des risques. Et c'est chiant et c'est dur. Et moi, j'aime bien dessiner dans ma chambre. Donc voilà, c'est pas la vie que j'ai choisie. Mais moi, ce que je peux faire, c'est... comme il y a des gens qui écoutent ce que je dis et que je suis suivie sur les réseaux sociaux et tout ça, je peux orienter le regard vers quelque chose. Ça, c'est le truc que je peux faire. C'est que je peux dire, ok, typiquement, tu vois... la une de Libé aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, mais voilà. Avec le viol. Voilà. Et je peux pas empêcher les choses d'arriver, puis je veux pas empêcher la presse mais je peux pas être dans les assauts tous les jours avec des victimes de violences, etc. Mais je peux alerter et dire c'est vraiment dégueulasse, non? Et au cas où quelqu'un l'a pas vu, est-ce que tout le monde l'a bien vu?
Parce que moi, c'est ça que je peux faire. Je peux faire porte-voix pour le travail d'autres gens qui, eux, ont vraiment les mains dedans. C'est déjà beaucoup. Je pense que c'est pas forcément beaucoup, mais tous les maillons sont importants en fait. Bien sûr. C'est qu'il faut relayer avec un. En plus, moi, j'ai un public assez large et pas forcément trop dans les causes militantes. Donc, c'est parfait en fait de dire. Je fais une parenthèse entre 2 dessins pour vous dire que quand même il y a la couve de Libé et voilà. Mais je peux faire ça. Et je peux aider des assos quand elles ont besoin de visibilité. Mais j'ai vu, comme moi je te suis sur les réseaux, j'ai vu que tu avais fait plein d'œuvres. Ah, pour la Fondation L'Abbé Pierre. Elles sont parties, Ouais. Voilà, c'était pour l'Abbé Pierre. Typiquement ça. C'est incroyable. C'est des dessins que j'avais faits de toute façon. Je savais que si je les gardais chez moi, ils allaient finir dans un tiroir, et voilà. Et comme les gens me disaient, est-ce que tu vas les vendre? Et que quand même plein de gens me demandaient, est-ce que je vais les vendre? Je me suis dit, putain, mais en fait, je vais carrément les vendre, mais pour une asso, parce que... Et au même moment, j'avais entendu le discours de l'Abbé Pierre, qui est le plus connu, le discours de l'Abbé Pierre, qui a été repris dans tous les coins, même par Nekfeu, tu sais, tu vois lequel c'est, où il dit, quand le soir, vous allez vous coucher bien tranquillement après avoir embrassé vos enfants, et que pendant ce temps, les gens sont dehors, vous avez du sang sur les mains. Et il est vraiment, il est incroyable ce discours. Et je l'avais entendu juste à ce moment-là, dans un podcast, sur les violences policières d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, voilà ce que tu vas faire. Ça va te demander 0 effort. C'est des dessins. Dessiner, c'est pas un effort. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui vont les acheter, ces dessins. Et donc, on les a mis en vente. Et effectivement, on a levé, je sais plus, 20 000 €, je crois. Ouais, c'est ça. En faisant rien. En combien de temps En 2 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était incroyable. Et ben en fait, donc eux, ils étaient trop contents chez l'Abbé Pierre, voilà. Mais ça comble pas non plus l'impression de rien faire. C'est que je me dis, par exemple, voilà, ils ont eu 20 000 €, ils sont contents, et puis ils te disent, cette année, on est déficitaire. C'est tellement une année de misère que vraiment, les gens donnent plus. Comme il n'y a plus l'ISF, les gens ont plus besoin de donner, les grosses fortunes n'ont plus besoin de donner aux assos. Donc nous, ça nous a coupé nos financements. Il y a de plus en plus de gens à la rue, de nouveaux pauvres, quoi. Donc en fait, nous, on est complètement débordés. Donc c'est vraiment sympa, 20 000 balles, mais ma pauvre, il nous en faudrait 1 million de fois ça. Donc ça te fait te dire, c'est sans fin. En fait, j'ai tout le temps besoin de me dire, il faut faire des trucs tout le temps parce que ça s'arrête jamais, en fait. Et en fait, il n'y a pas de moment où ça s'arrêtera. Il n'y a pas de moment où... Malheureusement. Bah non. Donc... si chacun fait un petit peu... Ouais, alors dans ce cas précis, ce qui serait super, c'est qu'il n'y ait pas besoin que chacun fasse, parce que normalement, c'est des choses qui devraient être gérées par un État, en fait. Le fait que l'Abbé Pierre, que la Fondation Abbé Pierre existe, c'est comme les Restos du Cœur. Ce qui serait le mieux, c'est que ça n'existe pas, en fait. Mais il faut prendre le relais, donc... Recevoir la plus grande distinction, qui soit pour une illustratrice, ça fait quoi? Alors, c'était le prix de la BD étrangère. Donc, j'ai eu la meilleure distinction qu'une BD étrangère puisse avoir chez eux. Mais c'est pas... une grande... Mais c'était cool, c'était cool. C'était super, j'étais trop contente. Super soirée. En plus, la cérémonie était à San Diego. J'étais invitée. J'avais l'impression d'aller aux Oscars, quoi. C'était trop cool. Mais sinon, ça change rien du tout. Ça règle aucun truc d'imposteur. Mais c'était cool. Mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, je crois que j'étais vraiment nulle. À l'école, j'avais des mauvaises notes. Ouais, dans mon école d'art, j'avais des mauvais résultats. C'est une belle revanche. Non. Non, j'arrive pas à mettre tout dans le même sac comme ça. Mais non, je me suis juste dit, vraiment, ce soir, profite, quoi. C'est vraiment super. C'est génial parce qu'en plus, c'est une belle cérémonie. Un beau trophée. C'est vraiment cool. Et après, j'ai eu 24 heures vraiment non-stop, d'autosatisfaction pendant toute la journée du lendemain. Je me disais, putain, c'est belle. C'est tout. Et à chaque fois que je regardais mon prix, je me disais, ouais, ça c'est à moi, ça. Et j'étais trop contente. Et limite, j'étais dans ma salle de bain à l'hôtel le lendemain. Je faisais, c'est Kiki Eisner, c'est moi. Et je suis trop contente, mais ça va durer vraiment 24 heures. J'étais comme une dingue, c'était trop bien. Et puis après, en fait, Et tes proches, ta famille, ton homme? Trop bien. Après, j'étais sur la côte ouest des États-Unis, donc j'étais toute seule et tout le monde dormait. C'était hyper frustrant. J'ai eu mon prix, je voulais envoyer des messages à tout le monde, mais il était 4 heures du mat en fait en France, donc vraiment j'étais toute seule. Mais oui, tout le monde était content pour moi. Ouais, non, c'était cool, mais j'arrive pas à tirer de satisfaction de ce genre de truc en fait. J'arrive pas à me dire, tu vois que ça veut dire que c'est bien? Parce que je me dis oui, mais il y avait... c'est des prix, quoi. C'est des institutions. C'est pas... Le truc qui, moi, parfois me fait me dire quand même c'est vraiment bien, c'est plutôt les... Moi, j'ai un truc trop bien, c'est que j'ai des lettres de mes lecteurs et de mes lectrices. J'ai du courrier des lecteurs. Et ça, ça m'arrive d'en pleurer, vraiment. Justement, j'allais te poser la question. C'est la question ouais. d'après. Tu réponds personnellement à chaque courrier. Ouais.
Pourquoi cette proximité? Comment elle est... Alors déjà, parce que j'en ai pas 5000. Je pense que si j'avais 5000 lettres par jour, j'arrêterais de répondre à chaque personne. Mais pour l'instant, c'est très faisable humainement. Parce que souvent, c'est des jeunes et des enfants et que je me dis, t'écris à quelqu'un, évidemment qu'après, tu guettes ta boîte aux lettres en te disant, j'espère qu'il va répondre, quoi. Et quand on te répond, en plus, quand t'es petit, tu reçois jamais de courrier. On t'écrit jamais. Alors que le jour où t'as une lettre et tu fais, oh, c'est une lettre pour moi, c'est trop cool. Et puis, je leur mets une petite carte un peu jolie et tout. Et c'est aussi pour remercier parce que vraiment, moi, ça m'arrive de pleurer quand j'ai les lettres des enfants. C'est trop beau en fait. Déjà, ils font souvent des dessins, donc c'est extrêmement mignon. Ils refont les dessins de mes persos, c'est adorable. Mais même dans ce qu'ils écrivent, je sais pas, c'est mon côté vraiment gnangnan à fond, mais ça m'arrive de juste pleurer parce que c'est trop beau, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un courrier groupé de toute une classe. C'est une classe où ils ont des difficultés d'apprentissage. Ils ont des problèmes cognitifs qui font qu'ils ont vraiment du mal à lire et à écrire. Et c'est des préados. Et en fait, ils ont lu ma BD. Voilà, ils ont mis du temps avec leur prof, mais tu vois. Laquelle? Sacrée sorcière. Ok. Et après, ils m'ont envoyé des dessins de la BD et des mots qu'ils ont écrits. Et je sais pas, de me dire. En fait, je me sentais hyper. En fait, j'étais flattée, tu vois. Je me disais. Putain, c'est vraiment. Ils lisent peu, c'est un vrai truc pour eux, et c'est moi qu'ils ont lu. Et en plus, après, ils m'écrivent pour me dire c'était super, merci. Et en plus, ils me disent des trucs trop marrants. Ils disent j'ai pas eu peur en plus, parce que la fin fait peur. Et puis avec des dessins et tout, et je sais pas, c'était trop, et j'ai commencé à pleurer. Je me dis putain, mais j'ai tellement de chance, franchement, mais vous êtes tellement. Vous avez pris du temps et tout. Et puis même les profs qui font ça, qui disent allez, les enfants, on écrit. Ou quand c'est des enfants tout seuls, les parents qui se cassent le cul à dire allez, je vais aller te poster ta lettre et tout. Et du coup, je leur réponds aux enfants, puis souvent, ils dessinent et ils me disent. Quand je serai grande, je vais dessiner des BD en fait. Donc il faut absolument leur répondre pour leur dire oui, bien sûr, tu vas faire de la BD. Et par exemple, il y a une fille, enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui m'avait envoyé un peu un début d'histoire qu'elle voulait écrire. J'avais répondu pour dire ce que j'en pensais. Et du coup, maintenant, elle m'envoie la suite au fur et à mesure pour avoir mon avis et tout. Et c'est mignon, tu vois, elle a ouais. 10 ans. Je me dis, elle a 10 ans, elle écrit une BD et tout. Donc je suis trop contente, j'arrive pas de lui faire. J'aime beaucoup le retournement de situation, de tapage machin et tout. C'est trop cool. T'aurais aimé, toi, recevoir des lettres comme ça quand t'étais plus jeune avec ta sœur? Bah moi, j'aurais jamais pensé à écrire à des gens. J'aurais lu une BD quand j'étais petite et j'aurais trouvé ça cool. Jamais j'aurais écrit à l'auteur parce que déjà, je pensais que l'auteur, c'était un concept, tu vois, dans le cosmos, que c'était un vieux mec qui vivait dans les nuages, quoi. Si on m'avait dit non, non, tu peux écrire chez son éditeur et puis derrière, tu vas recevoir une lettre, je l'aurais fait direct, ça aurait été trop cool. Mais c'est la magie des réseaux sociaux, quelque part. C'est vraiment cette proximité. Ouais. Oui, parce que souvent, c'est les parents qui m'écrivent sur Insta et qui me disent à quelle adresse ma fille peut t'écrire. Non, ça, c'est vraiment cool. Est-ce que l'aspect financier a déjà dicté ta façon de créer? Alors, pas en BD, parce que justement, c'était pas comme ça que je gagnais ma vie au début. Je faisais vraiment de l'illustration, donc de la commande. Et j'aimais bien. C'était pas du tout nul, mais c'était, comme je disais, pas toujours marrant, mais c'était vraiment ça qui était alimentaire. Et du coup, quand j'avais envie de faire une BD, je pouvais me permettre de pas me demander si c'était rentable ou pas. C'est-à-dire, pas me dire ce qui marcherait bien, ce serait faire tel truc, parce que je me disais, bah non, la BD c'est fait pour être le truc où je me fais que plaisir. Donc si là-dedans, en plus, je viens me dire comment gagner de l'argent, c'était cool d'avoir à côté de l'alimentaire. Ça permet de cloisonner et de se dire, il y en a un où je fais des choix pour l'argent, mais du coup, l'autre, on dit que au moins je me pose pas la question de l'argent. Et en fait, là où j'ai eu vachement de chance, c'est qu'au bout d'un moment, mes livres ont été suffisants et que j'ai pu arrêter de faire autre chose. Et au bout d'un moment, les livres, il y a un truc qui est bien, c'est que si tu as quelques livres qui marchent bien, a priori, il y a déjà la vente de tes livres anciens continue à faire que tu as toujours un petit matelas. Enfin, tu peux pas te retrouver avec zéro du jour au lendemain quand tu as déjà sorti pas mal de livres avant et qui marchent. Donc tu peux faire tes choix un peu plus sereinement après. Et puis aussi, il y a quand même une petite part de confiance en toi qui est de te dire, je fais les choix qui me font envie et je fais le pari que ça va marcher, quoi. Qu'il n'y a pas de raison. Si jusqu'ici, les gens m'ont suivi pendant 12 bouquins, ils vont pas tous, le 13e, me le jeter à la gueule en disant c'est de la merde. A priori, il y a une cohérence, quoi. Puis bon, ton éditeur est aussi là un peu pour te recadrer. Hein. S'il sent que tu pars dans un délire, je veux faire un truc avec un dessin par page de 1000 pages et où je raconte, tu vois, il va te faire, je sais pas, peut-être un petit peu, pas très grand public, voilà. Parce qu'eux aussi, ils ont quand même envie de gagner de l'argent, donc... Si tu n'avais pas eu le dessin, quel moyen artistique aurais-tu utilisé pour t'exprimer?
mis à part la flûte traversière. Ah oui, et puis alors je me serais bien exprimée vu avec mon niveau CE2. Je sais pas, pas la musique parce que je suis vraiment une pas bonne musicienne du tout, même si j'adore. J'aurais écrit, hein, en fait. C'est assez proche. J'aime bien toutes les pratiques qui s'approchent du dessin. Par exemple, j'aime bien broder parce que c'est du dessin en volume. J'aime bien peindre parce que c'est du dessin mais que par la couleur. Mais si jamais ça pouvait pas être visuel comme ça, j'aurais écrit des romans, je pense. C'est quand même ce qui est le plus proche de ce que je fais, quoi. Mais la musique, ouais, j'aurais adoré, mais je suis vraiment nulle, quoi. Après, tu dis que tu es tout le temps nulle dans tout ce Ah que non, tu en fais. musique, je suis vraiment nulle. Ouais. Ouais. Mais j'adore quand même. Je m'en fous d'être nulle. C'est vraiment, s'il y a bien un truc où c'est pas grave si je suis mauvaise, c'est la musique parce que j'adore en faire. J'adore jouer des instruments de musique même si je joue pas bien. Tu joues de quel instrument justement? Et ben alors, je joue un peu pas bien. Bon, de la flûte parce que j'ai pris des cours. J'ai pris longtemps des cours de piano, mais j'ai plus rien. J'ai pris des cours de batterie quand j'étais adulte pendant un long moment. Et pareil, j'étais vraiment mauvaise en batterie, mais de l'avis de tous, hein, c'est pas moi qui te le dirais. Mais j'adorais jouer. Et pendant que je jouais, je trouvais ça trop cool. Alors, je joue en riant, tu vois. J'adore, c'est génial. Mais je suis hyper mauvaise. Voilà. Non, mais tu prenais du plaisir. Ah, C'est ça grave. qui est Ah bien ouais. dans. Et même j'avais un groupe et tout, hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, groupe de reprise. J'étais la plus nulle du groupe parce que les autres étaient plutôt bons en plus. Mais je pense qu'ils étaient émus de voir que j'étais si heureuse de jouer, tu vois. Donc ils disaient, oh, elle est mauvaise, mais c'est pas grave. Et t'as déjà fait des représentations? On a fait une fête de la musique, figure-toi, vraiment dans un PMU, quoi. Et voilà, j'étais contente de jouer. Tout le monde avait bu, tout le monde a applaudi. Ouais, tout le monde a applaudi. Et après, quand j'ai dit, alors, c'était comment? Et les gens qui étaient venus me voir ont dit, en tout cas, belle énergie, quoi. Je suis ok, je suis vraiment nulle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une bibliothèque qui porte son nom? Alors ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment trop classe. En plus, c'est dans un village hyper mignon dans le nord, enfin dans l'Ain, où il n'y a pas beaucoup de vie sociale. C'est-à-dire, il n'y a pas de lieu, tu vois, où il y a des choses à faire. Et en fait, les bibliothécaires, ils me disaient que la bibliothèque, c'est le lieu où les familles viennent le week-end quand il pleut et qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec leurs enfants. Donc, c'est vraiment un lieu de vie, quoi, où tu as un peu toutes les familles du coin qui sont là. Et du coup, c'est un chouette petit endroit, quoi. Et il y a mon nom sur les cartes de bibliothèque. C'est fou, hein? Ouais, je suis venue faire l'inauguration. J'étais hyper émue. Et en fait, c'est les gens qui ont choisi. Ok. Ils voulaient que ce soit... Ils se sont dit, et si pour changer, on mettait une femme et quelqu'un qui est vivant? Et pas Marguerite Duras. Et du coup, ils ont réfléchi dans les vivants et voilà. C'est un bel hommage. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote d'une injustice que tu as vécue durant ton parcours? Bah ouais, ça plein. Une injustice... Attends, une injustice durant mon parcours... Ben, pas trop, non, franchement. Mais moi, j'ai pas eu de truc où... En fait, à chaque fois que j'ai vécu un truc qui était une catastrophe, ça m'a apporté un truc derrière, un plan B qui, en fait, m'est allé très bien. Et je ne saurais jamais ce qu'aurait été le plan A, mais le plan B était super. Et tu vois, c'est des trucs cons, mais genre, t'envoies avec un jour trop tard un truc pour une candidature, pour une résidence. Et du coup, c'est non parce que t'es arrivé un jour trop tard. Et du coup, tu te retrouves à faire un autre truc. Et en fait, ce truc est super. Et moi, je suis assez foiros des trucs administratifs. À chaque fois qu'il faut une date limite, un dossier à envoyer, un truc à faire, à rappeler, je me foire. Et donc, j'ai raté plein de trucs comme ça. Ouais, je me souviens, même mon Erasmus, c'était comme ça. J'ai pas pu aller où je voulais parce que j'avais foiré. Enfin, mais à chaque fois, là où je suis allée à la place, c'était bien. Et il n'y a pas eu de moment où je me suis dit après, tu vois, j'en suis sûre, si j'avais bien fait comme j'avais dit, eh ben, ce serait mieux. Donc t'as pas vraiment de regrets, quoi. Non, non. Et puis, en plus, j'ai été entourée de gens vraiment qui voulaient mon bien, tu vois. J'ai pas eu. Ah si, j'ai eu un éditeur qui était vraiment une saloperie. Ah ouais, si, ça me rappelle. Ah si, oh, ouais, alors lui, il était vraiment escroc et tout, mais même, tu vois, tout est bien qui finit bien puisque la justice l'a rattrapé, et puis je crois qu'il a dû fermer, tellement tellement il devait d'argent à plein de gens, parce que c'était vraiment un voleur. Mais ouais, ça c'était une injustice, et ça m'énervait, et je trouvais ça vraiment horrible de faire ça, et en fait, j'étais pas la seule. Et ça, c'était à tes débuts? Ouais, c'était mon premier éditeur. Ok. Qui a été vraiment un filou.
Mais après, j'ai appris, tu vois, par le bouche à oreille que c'était le cas de tous les auteurs avec qui il avait travaillé, qu'en fait, c'était sa façon de faire, quoi. Mais il a été rattrapé par la vie, voilà. Tu fais partie du collectif de créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. En quoi consistent les actions que vous mettez en place ? Alors déjà, tout simplement, c'est le gros du truc, c'est juste nous mettre en commun. C'est quand même un métier où tu es très isolé, tu es chez toi, tu parles déjà pas beaucoup à d'autres auteurs, mais alors des autrices, n'en parlons pas, sauf pendant les festivals, tu vois. Et du coup, juste de parler aux autres femmes qui font ton métier et de dire ah mais toi aussi t'es dans telle situation de merde, ah mais toi aussi à chaque fois que tu dis tel truc ah mais toi aussi machin il a essayé de t'arnaquer et tout ça. Juste mettre en commun notre parole, déjà ça a été un grand pas en ah avant. ouais, moi j'étais émerveillée de, tu vois, par exemple au début quand j'ai commencé on me disait plein de trucs très bêtes dans mon métier par rapport au fait que j'étais une femme. Les journalistes, vraiment, et un peu les éditeurs aussi, tu vois, de trucs cons, sexistes tout le temps. Et je croyais toujours que c'était parce que c'était moi. Mais c'était quoi comme... En gros, t'es forcément un peu la coconne, quoi. Tu vois, okay, t'es la meuf, donc t'es un peu con, tu fais un peu des petits dessins pour les enfants, un peu mignons, puis laisse les vraies histoires aux hommes et tout. Et je me dis, putain, j'en ai marre qu'on me prenne pour une débile. Et en fait, de parler avec d'autres meufs, je me suis dit, ah d'accord, mais c'est nous toutes en fait. D'accord, c'est juste, ok. Et en fait, 100% des meufs te diront, ah bah pareil, ah bah c'est machin qui t'a dit ça, non? Parce qu'il me l'a dit à moi aussi. Tu dis, ah ok. Et donc déjà, ça, je recommande dans tous les métiers aux gens de se fédérer pour mettre en commun leurs expériences et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, déjà, c'est super. Et puis, par exemple, quand il y avait l'une qui pouvait avoir des problèmes avec un galeriste, un truc comme ça, déjà d'avoir du soutien, franchement, c'est vraiment cool. Et puis de dire, mais attends, parce que moi, je connais aussi quelqu'un qui bosse avec ce galeriste, je vais voir avec lui, etc. C'est une forme de petit syndicat, on peut dire. Et aussi de faire pression sur certaines choses, par exemple pour que les festivals mettent des femmes dans les jurys, parce qu'on savait que c'était une étape qui était vraiment indispensable pour commencer à C'est-à-dire qu'il y avancer. c'était majoritairement hommes. Que des mecs. Et donc de dire il faut une parité, il faut des femmes dans les jurys. Il n'y a que comme ça que les femmes vont commencer à gagner des prix. Tant que c'est des jurys d'hommes, ils feront gagner des hommes, ce qui était le cas. Et du coup, par exemple, pour le festival d'Angoulême, qui est le plus gros festival de BD en France, le collectif a fait imposer qu'il y ait des femmes dans le jury. Ils ont fini par dire oui, ils l'ont fait, et donc à partir de ce moment-là, des femmes ont commencé à gagner des prix. Donc ça sert aussi à ça. D'ailleurs, ça se fait un peu dans le cinéma, parce que le collectif 50-50, dans le cinéma, fait ça aussi, demande la parité dans les festivals. Quelles sont, selon vous, les solutions pour que les jeunes générations ne fassent pas les mêmes erreurs que les générations précédentes ? Le racisme, la guerre, toutes les inégalités. Moi, je pense qu'ils partent mieux déjà, qu'ils risquent d'être quand même un peu moins cons et de faire un peu moins de trucs pas terribles. Moi, je sais quel conseil il faut donner à ma génération pour qu'eux, ils puissent faire ça. C'est que on a vraiment beaucoup de choses à écouter de leur génération et je trouve qu'on a une image vraiment, surtout chez les gens même plus vieux que moi, une image vraiment pourrie des 15-25 ans, qu'on voit vraiment comme des gens qui ont... Enfin, j'entends, tu vois, qui sont tout le temps sur leur téléphone, qui n'ont pas d'ambition autre que, tu vois, genre, ils regardent la télé-réalité et puis ils sont sur leur téléphone et tout ça. Je pense que vraiment pour dire ça, c'est qu'il faut avoir jamais vraiment parlé avec des ados parce qu'ils sont très préoccupés par ce qui les attend. Ils sont assez inquiets. Ils ont raison parce qu'on leur laisse quand même un monde un peu pourrave, donc ils le savent très bien. C'est quand même une génération de gens qui sont nés avec le concept du réchauffement climatique et tout ça. Enfin, pour eux, c'est normal, quoi. Et donc, ils sont plutôt assez concernés et assez réfléchis. Et il faut toujours se demander, est-ce que moi, mes parents n'avaient pas l'air un peu de gros ringards aussi quand ils disaient ah là là, mais ta génération, vous êtes tout le temps devant la console, quoi. Bon, ça ne nous a pas empêché de faire des trucs de nos vies. Donc, je pense que déjà, il faut faire attention de ne pas trop leur dire ah, mais t'es encore sur ton téléphone. Je fais oui, leur génération sont sur les téléphones. Ils font des milliers de choses sur ce téléphone, en fait. Donc, il y a un problème d'addiction pour certains, ok, mais aussi, la plupart des choses, la façon dont ils communiquent, surtout les pauvres, depuis 1 an, ils communiquent quasiment que comme ça et ils peuvent rien faire d'autre. C'est aussi comme ça qu'ils créent des choses, c'est comme ça qu'ils voient ce qui se passe dans le monde. Donc, il ne faut pas avoir une vision de vieux cons comme pouvaient être nos parents, de la manière de dire la musique que tu écoutes, c'est pas de la musique, quoi. Mes parents disaient ça de la musique que j'écoutais moi, donc en fait, c'est sans fin, hein. Il faut leur faire un peu confiance. Et leur génération à eux... c'est hyper difficile, mais ils vont devoir tellement se réinventer tout le temps parce que tous les modèles qu'on leur a proposés, nous, vont plus exister, en fait.
J'imagine être quelqu'un qui démarre aujourd'hui, qui a envie de faire, je sais pas, de la musique par exemple. S'il va prendre conseil à quelqu'un qui faisait de la musique il y a 20 ans et qui s'est pas mis à la page depuis, mais il est plus au courant de rien en fait. Il sait plus comment il faut faire, comment on rencontre les gens, comment on met en avant son travail. Enfin, donc il faut qu'ils fassent confiance au fait que leur génération, elle est assez inédite en fait. Donc ils ont sûrement des choses à aller piocher chez les gens plus anciens, il y a toujours à faire ça, mais qui se mettent pas trop non plus la pression sur ce que leur disent les gens plus vieux, parce que je pense qu'ils vivent dans un monde que les plus vieux comprennent déjà plus vraiment. Et qu'on peut leur donner que des conseils un peu où on calque des trucs à nous sur eux, mais qu'en fait, ils savent. Euh, je sais pas, moi, il y a même carrément, il y a des réseaux sociaux sur lesquels j'essaye même pas d'être parce que je sais que je suis trop vieille. Donc je me dis, ça me fait chier. Comme quoi, Qu'est-ce que je vais aller foutre sur Snap, tu vois? TikTok. Ouais, c'est ça. TikTok, si, parce qu'il y a des trucs vraiment marrants. Mais sur Snap, je me dis, ok, ça, game over, c'est vraiment plus ma génération. Voilà. Pour autant, si jamais je rencontre quelqu'un qui me dit, je sais pas, moi je fais des trucs en dessin, en anime et je les mets sur Snap, je vais pas dire, non. Alors, Snapchat, ce n'est pas un vrai truc, il faut que tu les mettes sur, tu vois, c'est pas ma génération en fait, donc je vais pas aller leur apprendre la vie. Et il faut pas qu'ils se laissent, à mon avis, trop raconter comment marche la vie par des gens qui savent pas de quoi ils parlent non plus. En fait, faut pas qu'ils voient l'expertise des gens plus vieux comme un truc sacré, quoi. Reprendre Roald Dahl, ça fait quoi? C'est trop marrant à faire, parce que du coup, je le connaissais par cœur, Sacrée Sorcière, c'était vraiment mon roman préféré quand j'étais petite, donc c'était super drôle à adapter. J'avais trop hâte de faire plein de scènes que je connais par cœur. Je me disais, oh, je vais trop me régaler pour cette scène-là. C'était un peu la pression quand même au début, parce que c'était relu par le petit-fils de Roald Dahl, qui veille à fond au grain sur est-ce qu'on n'a pas trahi l'esprit de mon grand-père et tout. Donc, petite pression. Mais c'était surtout vraiment cool. Et puis, je me sentais vraiment très privilégiée parce que c'était une proposition qui émanait de eux, en fait. Okay. Donc, je me disais, putain, ils n'ont jamais fait de BD, c'est quand même fou. Mais bizarrement, ça m'a pas mis la pression de te foire pas et tout. J'avais juste peur que les gens, en le lisant, que les gens qui avaient lu le roman soient déçus et se disent je préférais le roman. Ouais, comme les films que tu regardes. Ah, elle a pas fait pareil, tel truc. Mais comme je suis partie vraiment dans autre chose, j'ai changé complètement les persos, je l'ai fait à une autre époque. On pouvait pas trop comparer les deux, quoi. Mais j'avais un peu peur de ça. J'avais peur que les gens se disent déjà, elle se prend pour qui pour reprendre Roald Dahl, quoi. Et surtout, Roald Dahl, c'était mieux, en fait. Et t'as pas eu besoin de le relire, alors? Je l'ai relu une bonne fois avant. D'accord. Parce que je l'ai lu 30 fois, mais je me suis dit, remets-toi bien tout en tête avant de commencer, pour bien te refaire toutes les scènes, et après j'ai adapté. Alors, dernière question, est-ce qu'être une icône féministe t'empêche certains messages ou manières d'être? Je sais pas si je suis une icône féministe, hein, mais non, mais ça donne une responsabilité. Ouais, c'est pas que ça m'empêche de faire des choses, mais c'est que je me dis, si jamais tu dis un truc qui est vraiment con et qu'on te le fait remarquer, par exemple, tu dois absolument revenir sur ce que tu as dit et dire ok, j'ai merdé, j'ai été con. C'est que tu peux pas te mettre dans une position de d'encyclopédie du féminisme, tu vois. Moi, j'évolue vachement, de plus en plus, en découvrant des choses, en apprenant. Enfin, je pense que toute ma vie, je vais apprendre et trouver qu'il y a 5 ans, j'étais loin du compte. Et que je disais beaucoup de conneries il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. C'est normal, comme tout le monde. Mais ça marche que si à chaque fois qu'on te prend la main dans le sac, après, tu dis merci de m'avoir éclairé, parce que c'est vrai que c'était très con ce que je disais. Parce que sinon, tu tournes vraiment vieille conne, je pense. Si quand tu dis bah non, c'est ma liberté de penser, j'ai encore le droit de dire ce que je veux, machin, tu files un mauvais coton et t'es en train de tourner pas génial. Moi j'ai entendu, alors c'est pas une connerie, mais j'ai entendu Annie Ernaux, qui est vraiment une romancière que j'adore, parler à la radio il y a peut-être 1 an ou 2, et elle parlait du fait qu'elle avait jamais voulu qu'on dise qu'elle était une autrice, parce qu'elle aimait pas le mot, et voilà. Et, elle disait, et puis en fait, après je me suis rendu compte que en fait si. Je comprends pourquoi il y a des femmes qui veulent qu'on dise ça, parce qu'autrice ça s'entend, alors qu'auteur ça s'entend pas, et c'est vrai, je suis une femme et ça fait partie de mon écriture, et elle a dit ça, elle avait, je peux pas dire de conneries, mais je pense 70 ans, et de dire, toute ma vie j'ai dit un truc, en fait depuis 2 ans je me rends compte que c'était con en fait. Mais moi, j'aimerais trop à 70 ans dire ça, quoi. Et dire merci, hein, les filles de 14 ans, de m'avoir attrapée par la veste et m'avoir dit c'est bien con ce que tu dis. Parce que j'espère que je me dirai encore que c'est vrai. Et c'est une bonne façon de, même globalement, en fait, de juste pas trop vieillir intellectuellement. C'est d'accepter que
Tu vois, je trouve que c'est ça le point commun de plein de vieux croutons qu'on voit. Quand on leur dit tel truc, c'était raciste. Et qu'ils disent non. Je dis, si, en fait, si on te le dit, c'est que c'est vrai, je t'assure. Personne ne va inventer ça, en fait. Qui disent bah non, je suis désolée, c'est ma liberté de machin, on peut plus rien dire et tout. C'est trop tard, quoi. Pour moi, t'as capitulé, quoi.